Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission spéciale, Légende Business, mais sur le survivalisme et sur le nucléaire. Pour terminer, comment est-ce que tu te prépares? Si tu es au point d'impact ou juste à côté, aucune chance de survie. Il faut avoir un stock de nourriture, un stock d'eau, du matériel de secours. Je disais, pour moi, le cliché du survivaliste, c'est celui qui a un bunker. Le seul problème, c'est l'argent. Ça coûte combien? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission spéciale, Légende Business, mais sur le survivalisme. On va parler avec deux survivalistes. Survivalistes plus classiques, on va dire, prévoyants, qui prévoient ce qui peut se passer en cas de guerre, en cas de coupure d'électricité, en cas de coupure d'eau, comment faire, comment survivre. Il a carrément déménagé, va nous raconter en Suisse, dans les montagnes, comment est son quotidien avec 3 enfants. On aura le patron de Brix, Cédric O'Neill, qui a créé cette application qui permet d'investir avec 10 € sur des petites briques, des petits morceaux de plusieurs projets immobiliers avec les pourcentages déjà annoncés de ce que vous allez pouvoir gagner sur 1 an, sur 2 ans ou plus. Vous pouvez investir à partir de 10 € et puis plus si vous voulez. Il va nous expliquer ça, il va nous réexpliquer le concept de Brix. Je vous mettrai en tout cas tous les liens dans la description. Et on aura tout à l'heure David qui est survivaliste mais plus financier. Il va expliquer comment il diversifie ses revenus parce que le survivaliste c'est aussi prévoir, c'est de se dire tiens s'il y a un effondrement monétaire sur un pays, qu'est-ce que mon argent devient? Comment est-ce que je continue de pouvoir payer? Comment est-ce que je continue de pouvoir troquer même en cas de problème? Donc voilà, je vous mettrai tous les liens de tout le monde dans la description. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux et de faire de Légende le premier podcast de France, 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Vous aurez 3 interviews ou documentaires. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast et sur YouTube. Abonnez-vous, ça nous aide vraiment à avoir des invités de plus en plus étonnants et incroyables. En tout cas, merci d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir avec toute l'équipe de vous proposer des interviews ou des documentaires chaque semaine. Et c'est parti maintenant avec une émission spéciale sur le survivalisme avec Brix et avec Rémi pour commencer sur Légende. C'est parti. Rémi, on va parler de survivalisme. Pourquoi se préparer pour faire face aux catastrophes et surtout, comment le faire? Alors voilà, bienvenue Rémi, je te reprends le clap. Bienvenue à toi. Tu as fait un aller-retour de Suisse alors que tu es français, c'est ça hein? Exactement. Tu habites en Suisse aujourd'hui, tu te prépares, on t'avait contacté, que vous sachiez, au jour du tournage, là, on t'a contacté il y a environ 6 mois. On avait eu envie de parler de ça, parce que c'est un vrai sujet. Il y a les salons, le salon du survivalisme, mais c'est un vrai sujet, se préparer, s'organiser, se dire que c'est possible qu'un jour il n'y ait plus d'eau potable pour X ou Y raison, tu as une solution. Il n'y a plus de nourriture, tu as une solution, et tu te prépares un peu. Alors toi, à tout niveau, même économiquement, on en parlera tout à l'heure. Mission aujourd'hui, les gens de business avec Brix, on parlera tout à l'heure de comment diversifier justement ses revenus et parler du survivalisme financier avec un autre intervenant qui sera là tout à l'heure, qui s'appelle David, qui viendra nous dire comment il fait pour, il se prépare au cas d'échec, on va dire, de l'économie mondiale, comment est-ce qu'il a préparé l'argent qu'il a gagné, où est-ce qu'il l'a mis, où est-ce qu'il l'a investi, où est-ce qu'il pourra le retrouver le cas échéant. Parfois, il y en a qui cachent des boîtes avec de l'argent liquide, ça peut être intéressant de cacher un peu d'or, il y en a qui font ça, on en parlera tout à l'heure. Et on fera un petit truc avant que tu partes à la fin, si tu es bien Rémi, tu es venu avec un lingot d'or, avec un faux lingot d'or, et il faudra deviner lequel est le vrai, lequel est le faux, grâce à un petit test assez simple. Enfin, toi tu dis assez simple peut-être pour toi, peut-être qu'il n'est pas assez simple pour tout le monde, mais tu nous montreras tout à l'heure comment faire pour savoir si c'est du vrai or ou du... Enfin, parce que si vous achetez de l'or à quelqu'un, savoir connaître ce petit test, c'est pratique, ça vous permettra de ne pas vous faire arnaquer. Toi, tu prépares aussi, je sais, des systèmes en cas d'attaque nucléaire ou en cas d'explosion de centrales. Tu es un peu sur tous les sujets. Complètement. Enfin, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, se préparer de manière globale et en fait, être capable de gérer ses besoins vitaux soi-même. En tout cas, peut-être pas sur le long terme, mais sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Je donne un chiffre qui est important quand même, c'est 55% des Français qui pensent qu'une 3e guerre mondiale risque d'éclater dans les 10 prochaines années. Donc, sondage de 2025 réalisé par YouGov, c'est quand même énorme. 55%, c'est plus de la moitié. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la majorité des Français qui pensent qu'il y aura une guerre mondiale qui peut éclater, avec la géopolitique qui n'est pas géniale. Toi, je sais juste avant de commencer, que tu n'es pas fan de l'expression survivaliste. Alors, avant le Covid, j'étais pas très fan du mot. Il était très clairement connoté. Ensuite, il était connoté quoi, pardon? C'était connoté comme étant un petit peu caricature de l'américain. Donc dans son bunker, des bidons de nourriture lyophilisés, là des bidons d'essence, stock de munitions, puis le fusil d'assaut comme ça. C'est pas ma vision, très clairement. Donc j'étais pas très très fan du mot, même si pour moi, survivaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui se prépare à survivre, ce qui me va très bien. Et ensuite, après le Covid, les médias sont un petit peu intéressés sur le sujet. Et il y a un article qui est sorti, c'était de mémoire le titre « Un survivaliste bat sa femme et abat 2 gendarmes ».
Et là, je me dis, ok, bon, on arrête complètement. Je ne veux pas être associé à ça. Je ne maîtrise pas l'usage qui est fait du mot. Donc, je ne veux plus être associé au terme survivaliste. Ce qui est dommage, parce que c'est une définition qui pourrait m'aller. On est tous survivalistes en soi, on a tous envie de survivre. L'être humain, par essence, est survivaliste. Il a envie de répondre à ses besoins, de la soif, de la faim, etc. Tous un peu survivalistes. Ce qui différencie du coup le survivaliste, c'est qu'il met en application. Tout être humain a envie de survivre, c'est sûr. Mais il y en a qui ne mettent pas en application des connaissances ou du matériel pour pouvoir, le cas échéant, survivre. On va en reparler parce que tu es carrément parti habiter en Suisse. Hein, tu es français, d'origine, né en France, mais tu es parti habiter dans les montagnes. Tu nous racontais, tu t'es vraiment mis dans une maison, tu parleras tout à l'heure, mais à plus de 1000 mètres d'altitude, où tu descends en ski. Enfin, tu vas nous raconter comment tu t'es vraiment... Et puis tu adores cette vie, parce que c'est la vie dans la nature, finalement. Tu as 3 enfants aujourd'hui. Juste avant, tu disais un truc, tu disais, pour moi, le cliché du survivaliste, c'est celui qui a un bunker. Mais est-ce que c'est cool d'avoir un bunker? Ça coûte très cher, mais est-ce que c'est pas le truc le plus sécurisant finalement de se dire j'ai un bunker chez moi, il peut se passer n'importe quoi, je vais dans ma cave, tout au fond du bunker et je suis protégé? Ah mais c'est génial, moi j'adorerais avoir un bunker. Le seul problème c'est l'argent, c'est comme tu dis, ça coûte cher. Donc ça coûte combien? Faire soi-même en partant, faire en partant de zéro, c'est à peu près 50 000 € l'enveloppe. Ah oui. Pour un petit bunker de quelques 10-20 mètres carrés grand max. Donc sécurisé. Non, ça coûte quand même assez cher. Mais non, très clairement, c'est super intéressant. Mais il y a des milliardaires de la Silicon Valley qui ont carrément, il y en a 2 dont j'oublie le nom, qui ont un jet privé prêt à décoller à l'aéroport en cas de problème. Ils se cotisent à 2 pour payer les frais du jet. Donc c'est encore le niveau au-dessus du bunker. Donc je pense qu'il faut être un peu réaliste et pragmatique et avoir une préparation qui soit en accord avec ses moyens financiers. Moi, très clairement, j'ai pas les moyens financiers d'avoir un bunker. Parce qu'un bunker, ça permet de vivre pendant combien de temps? En fait, c'est ça le sujet, c'est d'attendre combien de temps? Parce que s'il y a une attaque nucléaire ou une explosion de centrale nucléaire, il faut survivre combien de temps? 2 ans? Non, on dit généralement 30 jours. Au bout de 30 jours, la radioactivité aura très très fortement baissé. Alors, les bombes nucléaires et les centrales nucléaires, c'est 2 technologies qui sont complètement différentes. C'est du nucléaire, mais c'est très difficile de les comparer. Et en cas d'attaque, donc bombe nucléaire, la radioactivité baisse extrêmement fortement au bout de 30 jours. Donc si on n'est pas sur le point d'impact, si on est sur le point d'impact, on n'a plus besoin de survivre, c'est réglé. Mais si on est un petit peu à côté, au bout de 30 jours, ça devient relativement habitable. Tu vois, Hiroshima, Nagasaki, ils ont reconstruit sur les villes, par exemple. Tchernobyl, c'est du nucléaire civil, une centrale. Ils n'ont pas reconstruit sur Tchernobyl. C'est plus vivable, en fait. Non. Parce pendant que là, des dizaines de milliers d'années, je crois, Tchernobyl, c'est... Alors, il y a des gens qui vivent encore à Tchernobyl. Il y en a quelques-uns qui vivent dans la forêt, un peu en mode marginaux, mais c'est clairement pas une très bonne idée. C'est pas bon pour la santé, quoi. C'est pas une situation d'avenir, on va dire. Ouais, c'est-à-dire que je crois qu'il y en a qui ont pris des compteurs GGR, et je crois que l'armée, aujourd'hui, contrôle la zone, parce qu'il y en avait qui allaient un peu faire de l'urbex, etc. Et moi, j'ai une connaissance, j'ai croisé l'autre jour, qui est photographe, et qui est parti, photographe de guerre, etc., et qui est parti sur Tchernobyl pour prendre des photos, et ils lui ont dit de ne pas faire d'enfants pendant 1 an et demi, les médecins, quand même. Ah oui, quand même. Avec la radioactivité qu'elle a pris, donc ça reste quand même très élevé, et qu'il faut qu'elle attende, etc., donc c'est quand même dangereux, quoi. Alors, juste pour reprendre, pour comprendre comment tu es devenu résilient, survivaliste, comme tu veux, comment est-ce que tu es rentré là-dedans? Toi, tu as une enfance à la campagne, c'est important pour comprendre le parcours de l'invité. Tes parents ont un potager, j'avais noté. Ils vont couper le bois. Ton père retape sa maison. Il est bricoleur. Ils étaient autosuffisants ou pas? Non, ils n'étaient pas dans une démarche d'autonomie. C'était plutôt la vie à la campagne normale. C'est-à-dire que tu as un grand jardin, bah forcément, tu as un potager. Mais tu as un potager, c'est pour manger sain, mais c'est tout simplement parce que ça coûte cher. Moi, ma grand-mère, quand on avait des grosses réunions de famille, elle s'était planifiée 1 an à l'avance et elle faisait pousser 2 rangées de haricots. Elle savait que ça allait être prêt juste avant la réunion de famille. Comme ça, pour la réunion de famille, il y avait les haricots du potager et il y avait quelques poules qui étaient tuées. Et ça permettait tout simplement de moins dépenser. Donc c'est quelque chose qui est un peu ancré dans la culture à la campagne. Après, tu te chauffes au bois, donc tu as une forêt à côté, soit ça t'appartient, soit tu as un arrangement, donc tu fais ton propre bois. Donc il y a un petit peu cette partie autonomie, mais c'est pas forcément intellectualisé, c'est plus du bon sens, on va dire. Parce qu'après, tu vas te dire que tu vas faire des études en informatique, tu vas passer beaucoup de temps devant un ordinateur. Ah oui, rien à voir, ouais. Et en fait, ce qui va te faire basculer, c'est que tu vas te rendre compte que tu perds tes racines. Tu dis, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis pas manuel, je ne sais pas me débrouiller tout seul en réalité. J'ai dû faire 10 ans d'informatique, mais tout le temps, petit déjeuner, devant l'ordi en train de regarder les nouvelles, ensuite 8 heures de travail, ensuite je rentre chez moi, je conne encore un petit peu, et puis ensuite je regarde un film et je vais dormir. Donc je me suis vraiment abruti, je pense, devant l'ordi. Et je passais d'un extrême purement campagne. Quand j'étais gamin, j'avais le droit de jouer 1 heure je crois que c'était 1 heure tous les 2 jours. Sur l'ordi, il n'y a pas le droit à la télé, et je suis passé de ça à l'extrême. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi physiquement. J'avais énormément perdu.
Je rentrais en vacances chez mes parents faire du bois. Au bout de 2 heures, j'étais cuit, j'étais plus alerte. Un truc qui m'a marqué, c'est que, en gros, tu coupes du bois dans la forêt, ça fait des bilots de bois. Ensuite, tu passes sur une fendeuse. Donc, c'est une machine qui vient avec un coin, qui vient fendre les bûches. Et j'étais pas dedans, et j'avais ma main comme ça, et j'ai retiré ma main au dernier moment. J'ai failli perdre mon poignet sur une fendeuse. Un accident complètement débile. Et mon frère, je me rappelle que mon frère m'a regardé, il a fait OK. Et là, je me suis dit, ça va plus, quoi. Il faut commencer à se remettre en forme. Et donc, j'ai fait moins d'écran, plus de réalité. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, j'avais envie d'être plus autonome. Et je me suis aussi rendu compte que le monde dans lequel je vivais était instable. Et qu'en cas de problème, personne n'avait même réfléchi au problème. En tout cas, je parle dans la population. Je me suis dit, si jamais il y a un petit problème, c'est quand même pas terrible. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la fois à l'autonomie et à la fois à la survie, qui sont 2 domaines qui sont assez liés, on va dire. Tu fais des études, tu te rends compte que tu n'es plus du tout manuel, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai commencé à... Arrêter les écrans? Ouais, j'ai commencé tout simplement à sortir. J'ai la chance d'habiter en Suisse, donc j'ai fait énormément de montagnes. Je me suis mis au début randonnée, escalade, alpinisme. Donc je me suis vraiment fait plaisir. Ensuite, commencé à m'intéresser un peu plus, à me réintéresser à tout ce qui était potager un peu nature. À l'époque, j'habitais en ville, donc évidemment le potager, c'était très limité, surtout que j'avais un appartement orienté nord. Donc plutôt les plantes sauvages. Ça, c'est un truc que je conseille à tous ceux qui veulent commencer un petit peu l'autonomie. C'est juste génial, en fait. Tu manges les plantes sauvages? C'est ça. Et t'as pas besoin de terrain. On peut manger les plantes dans les parcs à Paris, par exemple. Il y a des plantes, il y a des pissenlits, il y en a qui mangent des pissenlits. Est-ce qu'on peut survivre en mangeant des plantes dans les parcs, dans une grande ville? Alors, j'étais un peu en avance avant de venir, donc j'ai fait un tour du quartier, et il y a une sorte de train, là, de chemin de fer. Oui, il y a un chemin de fer abandonné vers notre studio. Oui. Et je regardais d'en haut ce qu'il y avait, je pense qu'il y a de l'égopode. Et donc l'égopode, c'est une plante sauvage, qui est aussi médicinale d'ailleurs. Donc oui, tu peux survivre. Après, des plantes sauvages comme ça, il y en a qui sont plus bonnes que d'autres, il y en a qui sont plus équilibrées d'un point de vue nutritionnel que d'autres. Ah oui, tu parles mais bon en situation de survie. C'est pas bon une plante. Il y a par exemple le plantain, qui est une plante sauvage qui est très connue. C'est génial, par exemple, quand mes enfants, il y a des orties chez moi, dans le terrain, ils se font piquer par un insecte, et tout de suite ils viennent me voir, papa plantain, et je prends du plantain, je mâche, je mets sur la piqûre, et 10 secondes après, c'est bon, ils ont oublié qu'ils ont été piqués, et puis ils repartent jouer. Donc ça, c'est une plante qui est géniale. Mais par contre, à manger, il faut être honnête, c'est dégueulasse. Tu peux le faire en pesto, avec autre chose, mais bref, c'est pas génial. Mais comment t'as appris à utiliser toutes ces plantes et tout ça? Je me suis formé, tout simplement. Sur des sites internet, Oui, alors, j'ai acheté un énorme bouquin sur, ça devait être genre les 100 ou 400 plantes sauvages. Je suis sorti avec ça en forêt. J'étais complètement largué, j'avais peur de m'empoisonner. Donc, j'ai laissé tomber ce gros bouquin, puis j'ai fait des stages, tout simplement. Ah, des stages? Avec des personnes qui s'y connaissent. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas dans la forêt que pendant une semaine et t'apprends ce que tu peux manger, tout ça? C'est ça. Bon, au début, c'est juste une après-midi. Il te présente une dizaine de plantes. Ensuite, toi, tu retournes, tu retestes, tu commences à prendre confiance un petit peu. Puis après, tu connais aussi d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui te font découvrir d'autres plantes. Après, il y a d'autres recettes. Et du coup, c'est en fait, tu vas progressivement. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, je suis allé chez des amis et des amis d'amis. Et je me suis retrouvé à table un jour avec des pâtes. Et il y avait des pâtes avec des petits trucs verts dedans. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces trucs verts et tout ça? Et en fait, la femme du monsieur qui me recevait chez lui me dit, en fait, c'est des plantes que j'ai prises sur le rond-point en face. Et moi, je lui dis, c'est marrant, elle fait une blague. Et en fait, c'était pas du tout une blague. Elle était fan de ça. Elle a une application qui permet de savoir. PlanteNet. Comment tu dis? PlanteNet, elle est incroyable. Et en fait, tu regardes le truc et ça te dit si c'est mangeable ou pas. Et en fait, alors, tu te dis, attends, t'es sur le rond-point, la pollution, je suis pas sûr que ça soit... on est d'accord. Hein. Non, c'est pas une bonne idée. Et elle avait cueilli, alors elle habite dans un petit village au bord d'un grand lac et tout ça, dans le sud, vers Annecy. Donc tu te dis qu'il y a quand même moins de voitures, machin. Quand même, ça reste pas super, voilà. Et donc, en fait, on a mangé des pâtes aux orties, des pâtes avec plein de petites plantes locales. Et c'était pas mauvais, tu vois, il n'y avait pas de goût particulier. Mais il disait que c'était très bon pour la santé, qu'il y avait plein de plantes qui étaient très bonnes. Et il disait, en fait, que tu pouvais vivre... En fait, si tu vas dans un parc ici aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui pourraient vivre longtemps en bouffant que des plantes locales. Complètement. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a la situation de survie. Dans ce cas-là, très clairement, tu manges des plantes toute la journée, il n'y a pas de souci. Tu peux tenir quelques semaines, quelques mois sans trop de problèmes. C'est vachement équilibré. D'ailleurs, les orties, d'un point de vue nutritionnel, c'est assez incroyable. Et ensuite, il y a la situation classique où là, tu as comme envie de te faire des pâtes, tu te fais un pesto aux orties, pesto au plantain, et là, tu rajoutes de l'huile, tu rajoutes du sel, tu rajoutes des pignons de pain, et là, tu étoffes un petit peu les choses. Attends, mais tu peux bouffer les orties sans les cuillères ou pas?
Oui, mais il faut connaître. En gros, pour faire très simple, tu prends la feuille d'ortie, tu la plies dans le sens des... C'est pas des épines. Ouais, dessous, il y a des épines. Hein, c'est pas des petits picots et des petits picots. C'est un petit peu ça. Donc tu la plies, tu la replies, en fait, tu la presses dans tes doigts jusqu'à ce que le jus sorte. Et quand elle est suffisamment pressée, ça a cassé tous les petits pics. Et là, tu peux le mettre dans la bouche et tu peux manger. Tu peux le manger. Donc en cas de grosse galère, tu peux bouffer des orties. Complètement. Et pour la blague, une des premières fois où j'ai voulu faire goûter des plantes sauvages à ma femme, je me suis dit, si je fais juste une soupe à l'ortie, ça va pas être terrible. Donc je me la suis jouée un petit peu gastronomique. Donc j'ai coupé des petites lamelles d'ortie comme ça que j'ai mis sur l'assiette de soupe. Et j'ai pas pensé. On s'est piqué la gorge. Ah, putain. Parce que c'était des petites lamelles. Elles ont pas, les pics avaient pas été cassés. Et du coup, ma femme et moi, on s'est piqué la gorge. Dangereux, non? Ouais, c'est pas très cool pour l'initiation aux plantes sauvages. Donc après, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai ramé pour les remettre au menu. Et donc, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, j'ai une maison d'édition. Où j'édite des livres sur tout ce qui est plantes sauvages. Oui, c'est vraiment ton sujet, quoi. Non, c'est plutôt l'autonomie de manière générale. Le survivalisme. C'est ça, autonomie et puis résilience d'un côté. Est-ce que toi, tu es autosuffisant aujourd'hui? Ça dépend dans quoi. L'autonomie totale, c'est un mythe. Ça n'existe pas. C'est plutôt à l'échelle d'une communauté qu'on peut être autonome, et encore, il y a énormément de limites. Mais en eau, je suis complètement autonome. La seule limite à ça, c'est j'ai des filtres qui sont déconsommables. Donc j'ai beau avoir un gros stock de filtres, au bout de quelques dizaines d'années, il sera épuisé. Ensuite, tout ce qui est électricité, donc là, je suis complètement autonome 6 mois de l'année. Et ensuite, il y a l'hiver où parfois je dois prendre du réseau, ça dépend. Mais évidemment, là T'es aussi, autonome 6 mois de l'année en électricité? Ouais. Avec des panneaux solaires? Exactement. Tu tires pas sur le réseau électrique? Non, quasiment sur jamais. l'EDF, l'équivalent suisse? T'as 0 de facture? L'été, oui. Même, je gagne un peu parce qu'ils rachètent l'électricité pour ce qui est le surplus. Et en hiver, ça suffit pas, le soleil? En hiver, non, ça suffit pas tellement. Et puis, il y a des personnes qui, leur objectif, c'est d'être réellement 100% autonome. Moi, c'est pas forcément mon cas. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui viennent, il fait nuit, on fait un poulet rôti au four, j'utilise un four électrique, et là, je dégomme mes batteries. En plus, il fait nuit, donc c'est pas rechargé. Et je fais pas attention, je fais pas n'importe quoi. Tu vis, quoi. T'es pas un extrémiste qui va aller dans des toilettes sèches, etc., pour pas consommer. Tu vas vivre, en fait, entre guillemets, normalement, mais en étant le plus autonome possible. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai 3 enfants qui vont à l'école, qui font des activités, j'ai une femme qui travaille. Enfin, le but, c'est pas d'être coupé du monde. C'est juste d'avoir un niveau d'autonomie, parce que déjà, c'est un plaisir. C'est génial. Enfin, on parlait avant l'émission un peu de poules, d'enfants. C'est génial d'aller chercher les œufs avec les enfants, aller chercher des framboises. Non, c'est génial. Et puis ensuite, en cas de problème, j'ai de quoi subvenir à mes besoins vitaux et à ceux de ma famille. Toi, tu penses qu'il y aura, puis après on va reparler de ce que tu as fait thème par thème, donc l'eau, l'électricité, etc. Toi, tu penses qu'il peut y avoir une guerre mondiale? Il y a 55% des Français qui y croient, qui pensent à ça dans les 10 ans. Alors, statistiquement, oui, il y en aura forcément une. Après, quand est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 50 ans, dans 7 ans? J'en sais rien. Moi, j'aime pas trop faire ce que j'appelle prophète de malheur. C'est-à-dire que si je te dis, dans 45 jours et 2 heures, il y aura ça, évidemment, c'est ridicule. Moi, je pense qu'il faut juste prendre conscience des risques, y réfléchir, voir comment est-ce qu'on peut les gérer, mettre en place les connaissances et les matériels nécessaires, et puis ensuite, un peu oublier et profiter de la vie. Je veux dire, c'est prévoir le pire pour profiter du meilleur. Mais il y a des personnes qui sont terrorisées par le risque nucléaire, le risque bactériologique, les blackouts, la guerre civile, mais en vrai, elles ne vivent pas. Elles sont toujours dans la crainte, je pense pas que ce soit très agréable au quotidien. Sur l'iPad, tu as filmé chez toi des vidéos pour nous montrer un petit peu. Juste, est-ce qu'on peut parler de l'eau? C'est un sujet. Aujourd'hui, tu as des enfants de quel âge? Pour comprendre, vous vivez dans une famille de 5 personnes. Tu as des enfants de quel âge? Mon plus grand a 3 ans et demi, bientôt 4. Ensuite, 2 ans et 5 mois. On est fait à base d'eau à plus de 70%, le corps humain. Il y a un truc que de plus en plus de gens ont chez eux. Je ne vais pas te donner le nom parce que je l'ai oublié, mais si tu l'as, je le veux bien. C'est des filtres à eau chez eux, au charbon. Il y a une espèce de truc en aluminium avec 2 cuves. Tu mets dans la première de l'eau du robinet et ça va se filtrer petit à petit pour tomber dans l'autre cuve qui est toute petite. Ça fait, je crois, 5 litres ou 10 litres. Et après, tu as un petit robinet. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ouais, ça s'appelle un filtre à gravité. Un filtre à gravité. gravité. Le nom générique, pour ne pas citer de marque. Est-ce que c'est bien? Ça dépend de la marque. Il y a de tout. Il y a des filtres qui sont achetés pour quelques euros en Chine et qui sont revendus en France plus d'une centaine d'euros. Je te donnerai pas de marque, mais j'en ai quelques-unes en tête. Et il y a des filtres qui fonctionnent extrêmement bien. En gros, le concept, généralement, il y a 2 couches. Il y a une première couche en céramique qui permet d'enlever tout ce qui est un petit peu gros, tout ce qui est gros, donc microplastique. Microplastique, c'est gros d'un point de vue chimie de l'eau, d'enlever tout ce qui est un peu particules.
une grosse partie des bactéries et un petit peu les virus. Et ensuite, à l'intérieur, il y a du charbon actif qui permet d'enlever les virus qui sont plus fins et surtout tout ce qui est produits chimiques. Alors, ça fonctionne par adsorption. J'espère que je l'ai bien dit, il est super compliqué ce mot. Ce qui est génial, c'est que c'est extrêmement résilient. C'est que demain, il y a une coupure d'eau, d'électricité, ton système, il fonctionne. Évidemment, tu ne vas pas prendre de l'eau du robinet pour mettre dedans, mais on est en plein Paris, bah, tu vas aller dans la Seine, tu vas remplir une bouteille d'eau dans la Seine, et tu vas pouvoir mettre ça dans ton système et avoir de l'eau potable. D'accord. Et donc ça, c'est potable, même si tu le prends dans la Seine? Complètement. Le seul truc que je recommande, c'est si on met de l'eau qui est vraiment dégradée, donc en gros de l'eau marron, c'est pas mettre directement dans le filtre à gravité parce que ça va encrasser les filtres. C'est d'avoir un pré-filtre, on met une passoire, 2 t-shirts, un récipient en dessous, on met l'eau qui est vraiment dégueulasse dedans, et comme ça, tout ce qui est grosses particules, ça va rester dans les t-shirts. Et ensuite, l'eau qui est plus claire, qui est toujours très polluée, hein, mais dont les particules ont été enlevées, tu mets ça dans ton filtre à gravité, et là, ça va réellement filtrer l'eau. Et donc toi, tu as quoi chez toi, alors, comme système d'eau? Est-ce que tu récupères l'eau de pluie? Est-ce que tu as un système sur le toit? Parce qu'en réalité, c'est une énorme surface, une maison, tu peux récupérer toute l'eau qui tombe dans les gouttières. Il y en a qui mettent des énormes, ça se vend d'ailleurs à Leroy Merlin, dans toutes les maisons de bricolage. Parfois, on voit des énormes cuves que tu branches sur ta gouttière. Est-ce que tu as ça? Tiens, je vais te faire les deux cas. Dans ma précédente maison, j'avais une cuve donc de récupération d'eau de pluie. J'habitais en montagne, c'était une roche qui était très très dure et il n'y avait pas de source à proximité. Donc j'avais une grosse cuve de 10 000 litres. Et donc là, c'était uniquement l'eau qui tombait sur mon toit qui allait dedans. Pour l'anecdote, la première année, donc on arrive en mois d'octobre. Moi, j'avais jamais connu ce genre de système et j'ai pas trop fait gaffe. Et l'hiver commence, la cuve est à moitié pleine parce que c'était une vieille maison, donc la cuve était fendue. Donc il y a une grosse partie de l'eau qui partait directement dans la terre. Et on arrive en plein hiver, il y a de la neige, je regarde au niveau de la cuve, il restait peut-être que 2000 litres d'eau. Mais c'est fini, il y a 2000 litres, il n'y a plus rien, c'est fini. Et sauf qu'on avait de l'eau, mais sous forme de neige. Et donc pendant 1 mois et demi, on a dû faire extrêmement attention. Quand on prenait des douches, on mettait un seau en dessous. Ensuite, on prenait le seau, on mettait dans la cuvette des WC pour ensuite utiliser l'eau pour les WC. Donc on faisait vraiment attention. Donc ça, la récupération de pluie, ça fonctionne bien. Et dans ma maison actuelle... Mais pas en hiver, quoi. Pas en hiver à la montagne. Quand il neige, l'eau, elle est dans le jardin, mais elle n'est pas dans la cuve. Mais il neige dans plein de villes, mais dans plein de villes, il neige jamais. Dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème. T'habites à Bordeaux, tu vas avoir un peu de neige, ça arrive tous les X années, mais c'est pas non plus chaque année, quoi. Non, complètement. Et là, dans ma maison actuelle, j'ai deux sources. Alors, j'ai une source et un puits. La source, ça me sert à alimenter mon jardin. Donc, en fait, j'ai un tuyau d'eau qui coule en permanence dans mon jardin, ce qui est génial pour l'irrigation. Je mets ça dans une mare, c'est super pratique. Et ensuite, j'ai un puits pour alimenter ma maison. Et alors ça, c'est le puits. Donc, c'est pas un très joli puits, hein, c'est tout simplement une sorte de bouche qui donne sur un trou dans le sol. Il est très profond? Ouais, il est assez profond. Ouais. Il doit faire 4-5 mètres de profondeur. Il faut faire attention aux enfants avec ça. Hein. Ah, et complètement. Complètement. Et là, on voit du coup, sur le reste de la vidéo, on arrive sur la source qui me permet d'alimenter mon jardin. Donc, c'est une ancienne ferme. Donc là, c'est un tuyau d'arrosage. C'est ça. À la base, c'était pour les vaches. C'est un robinet classique, quoi. Mais en fait, ça prend de l'eau de la... Mais ça, c'est pas buvable, c'est pas potable. Il faudrait faire des analyses pour être sûr, mais principe de précaution, je la boirai pas. Alors quand je suis dans le jardin, je suis en train de bosser, j'ai chaud, je bois un coup. Mais je ne la boirai pas sur le long terme. Donc là, on a parlé d'électricité, de l'eau, et sur la nourriture, comment est-ce que tu te prépares? Moi, je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a le premier, c'est la production. Donc il y a, on a parlé de tout ce qui est plantes, on peut aussi parler de tout ce qui est champignons. Ensuite, il y a tout ce qui est fruitier et potager. Donc ça, c'est la partie production. Ensuite, tu as toute la partie stockage, donc avoir des stocks chez soi, tout simplement. Attends, déjà sur la partie production, c'est-à-dire que dans ton jardin, est-ce que tu as regardé un calendrier pour te dire que sur les 12 mois de l'année, tu avais, sur cette partie-là, tu avais tel fruit, ensuite tu as tel fruit? Est-ce que c'est organisé comme ça, vraiment sur calendrier, comme au Moyen-Âge, quoi? Alors, j'aimerais te dire que tout est extrêmement organisé. Non, dans la réalité, j'ai 3 enfants. T'as autre chose à foutre que... Non, mais c'est juste que j'adorerais avoir un niveau incroyable sur mon potager. J'ai un très bon niveau d'autonomie alimentaire, mais je suis absolument pas 100% autonome. Je le dis très clairement, mais je dois avoir une quinzaine de fruitiers sur mon terrain et je fais en sorte que mes fruitiers, la production, tout ne produise pas au même moment. Ouais, c'est éparpillé dans l'année, quoi. J'ai 4-5 espèces de pommiers et il y en a qui sont précoces, il y en a qui sont tardives, donc ça permet d'avoir une bonne période de production. J'ai des cerisiers, j'ai des cognaciers, j'ai des poiriers, des pruniers, donc pas mal de choses. Et ensuite, sur le potager, j'ai des zones de culture. Tu nous as envoyé une vidéo, d'ailleurs, de ton potager. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors là, on voit mon noyer. Je pense que j'aurai 100 kilos cette année de noix. Donc, une bonne année. Ensuite, on voit ma vigne, une de mes vignes, qui a vraiment très, très bien produit cette année aussi.
Là, c'est tous mes outils qui me servent en fait à gérer la partie potager. Désolé pour le rangement. Là, c'est une partie de mon poulailler, et là, ce sont mes zones de culture. Donc, on est vraiment sur la fin de la saison. J'ai tourné ça en mois d'octobre. Et ensuite, derrière, on peut voir la serre. Et tout au fond, il y a des arbres fruitiers un petit peu partout. Voilà, comme ça, on se rend un peu plus compte en voyant chez toi. Donc, tu es organisé, ça te demande un temps fou quand même, non, dans ton travail. Tu es obligé de prendre tous les jours, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un potager comme ça, c'est énormément de temps. Ça prend du temps, alors pas tous les jours, parce que j'essaye d'avoir ce qu'on appelle des légumes perpétuels. Donc en fait, des légumes qu'on déjà... Qui poussent toute l'année? Alors, qui poussent, en fait, qui reviennent année après année. Comme par exemple la rhubarbe, année après année, le même plant, il produit toujours. Les raisins, c'est la même chose. Voilà, les fraisiers, il y a relativement peu d'entretien. Donc je privilégie plutôt ce genre de légumes, ou alors des légumes comme les courges, ou les pommes de terre, qui produisent beaucoup avec assez peu d'entretien. Tu cultives des patates, des pommes de terre? En fait, c'est simple à faire une pomme de terre. Quand elle commence à pousser un peu, vous avez dans un sachet, parfois on les oublie, les patates ou les oignons d'ailleurs, et hop, ça pousse, et ben ça, vous les mettez à la terre, 3 mois après, vous y allez, il y en a plein. C'est ça. Et c'est assez simple à faire, en vrai. Puis c'est génial avec les gamins. Tu fais ces chasses au trésor, puis c'est des pommes de terre de différentes couleurs, donc ça permet de les intéresser un petit peu au potager. Qu'est-ce que tu conseilles de faire si tu es au niveau 0? Si vous êtes au niveau 0 chez vous, qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire? Si on veut commencer à être plus écologique, à apprendre, tu vois, un rapport avec la terre. D'ailleurs, en étant en appartement ou pas, d'ailleurs, en maison, peu importe. Est-ce qu'il y a un truc assez simple à faire ou 2 trucs assez simples pour commencer? Alors, si on veut vraiment se faire plaisir, cultivez des légumes que vous mangez. Parce que comme ça, vous serez très content de les manger. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire. Et si c'est un côté un petit peu plus survie, pommes de terre, courges, pour moi, c'est les 2 légumes qui demandent très peu d'entretien et qui ont une grosse productivité. Et si on n'a pas de balcon? Ah bah, ça va être compliqué. C'est ça que je veux dire. Non, en termes de survivalisme, je te parle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à mettre un pied dedans? Alors, si on n'a pas de terrain, la seule chose à faire, ce sont les stocks. Des stocks? Donc des stocks de nourriture. Acheter, comme on a fait pendant le Covid, acheter des boîtes de conserve, acheter Qu'est-ce que tu stockes, toi? Alors, moi, déjà, je conseille de faire ça bien. Pas juste de faire l'achat panique pendant le Covid. On va au supermarché, on prend un peu de tout. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une vidéo d'une journaliste qui interviewait une femme elle était sur le parking du supermarché. Elle sort du supermarché avec 2 énormes sacs. La journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous avez acheté ?» Elle fait « je sais pas, un peu de tout. » Et la journaliste lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ?» Elle regarde le sac et fait un paquet de chips. Et le sac était rempli de paquets de chips. C'est complètement stupide. Tu fais 3 jours à manger des chips. Je pense que t'es pas bien du tout. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de stocker ce qu'on consomme. Donc, en fait, c'est tout simplement avoir de l'avance. Si tu consommes des chips, tu manges des chips. Ouais, mais j'espère qu'on ne consomme pas que des chips. Donc, c'est de faire la liste sur une semaine. Vous faites la liste de ce que vous consommez. Et ensuite, vous achetez x4. Et comme ça, vous avez 1 mois d'avance sur ce que vous consommez, à l'exception évidemment des produits frais. Mais comment tu stockes? Alors, qu'est-ce que tu as chez toi? Alors, j'ai d'abord un stock dynamique, c'est ce que je viens de te décrire. Donc, c'est 1 mois d'avance sur 30 rouleaux de papier toilette, 2 dentifrices. En fait, tu fais des courses sur le mois. Tu fais des courses sur le mois. Alors, pour le dentifrice, moi, je déteste faire des courses. Ça j'aime pas du tout. Donc, je pense que j'ai un an de dentifrice d'avance. Mais parce qu'une fois, j'en ai eu marre et puis j'ai pris tout le rayon dentifrice. Et parce que tu habites en Suisse, dans la montagne, et que tu as de l'espace. Sinon, tu peux pas acheter 20 dentifrices dans un petit appartement. Après, il faut trouver des astuces. Par exemple, en appartement, stocker de l'eau, c'est super important. T'es en appartement, coupure d'eau, tu vas pas très loin avec ce que tu as dans ton frigo ou dans tes placards. Tu remplis ta baignoire? Donc, premier truc, il y a un blackout, coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on remplit sa baignoire, on remplit son évier, on remplit les récipients. C'est très intelligent ce que tu dis. Et sinon, c'est optimiser de l'espace. Sous le lit, on a peut-être un peu d'espace de perdu. On peut mettre quelques bouteilles d'eau, on peut mettre quelques conserves. C'est vrai que sous le lit, souvent, on n'utilise pas sous le lit, quoi. On a un box fermé. On peut mettre quand même pas mal de choses dans le box fermé. On a au-dessus du placard, il y a peut-être un espace perdu. Donc en fait, optimiser l'espace au maximum. Donc toi, tu disais, j'ai un stock dynamique, mais moi, je te parle pas d'un stock dynamique. Est-ce que tu as du blé? Est-ce que tu as de... Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as? Dis-nous déjà. Alors, j'ai donc le fameux stock dynamique 1 mois. Ensuite, j'ai un stock sur des produits qui ont une DLC de 3, 5, 10 ans. Donc une date limite de consommation? C'est ça, exactement. Donc j'ai alors sucre, il n'y a pas de DLC. J'ai du miel, il n'y a pas de DLC non plus. J'ai tout ce qui est riz, où là il y a une DLC. J'ai pas mal de légumineuses aussi, donc des pois, ce genre de choses. Et j'ai énormément de blé parce que j'ai un agriculteur qui m'en vend directement, donc je l'ai à pas cher. Et t'as combien de stock? Je pense en blé, je dois avoir 200 kilos de blé à peu près. Putain. Ça me sert à mes poules. Ensuite, je fais ma propre farine. J'ai un moulin électrique pour faire ma propre farine. Incroyable. Et ensuite, toujours dans l'idée de la résilience, j'ai un moulin à main pour faire ma propre farine. Alors, au cas où il n'y a pas d'électricité. Ouais, c'est ça. Alors, honnêtement, je l'ai utilisé 3-4 fois, c'est rigolo. Je l'utilise pas au quotidien parce que ça prend du temps, c'est de l'huile de coude. Mais en cas de problème, je sais que je peux compter sur moulin électrique. Et s'il n'y a pas d'électricité. Et tu peux faire du pain tout seul, quoi. Ouais, j'ai un four à pain.
Donc je suis capable de faire mon propre pain tout seul. Avec j'ai du mon bois. levain. Ouais. Un four à pain au bois. Ouais. Exactement. Ouais. Ah oui, donc tu as vraiment pensé moulin, si jamais il n'y a plus d'électricité, moulin à main, moulin manuel, tu as vraiment pensé à tout ça. Ben, à chaque fois qu'il y a un besoin vital, l'idée c'est d'avoir un plan ABC. Par exemple, pour l'eau, ben, le plan A, c'est mon puits. Le plan B, j'ai une cuve de 1000 litres qui est remplie d'eau, stockage dans le garage. Le plan C, ben, je vais chercher dans la rivière et j'ai un système de filtration à la maison. Le plan D, j'ai une gourde filtrante et ainsi de suite. Donc pour l'électricité, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, je suis relié au courant, j'ai une batterie batterie portable, et ensuite j'ai un générateur essence aussi. Donc c'est toujours l'idée de multiplier. C'est ça. C'est un peu militaire. L'armée a des scénarios A, B, C, D. On a eu la chance de visiter des centrales nucléaires, des différents endroits français un peu protégés, et à chaque fois il y a le scénario A, B, C, D, E, F, G. Et à la fin, c'est carrément l'écroulement du bâtiment sur le truc pour protéger la chose en interne. C'est fou, quoi. Je ne pense pas que j'aille jusqu'au G, mais c'est le même état d'esprit. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc ce qui s'appelle dégradé. Exactement. Environnement de plus en plus dégradé. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a ça? Si jamais il y a un incendie dedans, pour protéger la nation, il faut mieux faire écrouler le truc sur lui-même. Voilà. Complètement. Donc ça, ou alors la porte qui tombe sur le truc et tout. C'est assez fou, d'ailleurs, de savoir les scénarios. Mais donc ça te prend du temps, quand même, de réfléchir à ça. Pas tellement, parce que en fait, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Et une fois, donc, on réfléchit un bon coup, on met en place, on achète le matériel, on se forme évidemment à l'utilisation du matériel. Je vois plein de personnes, d'ailleurs, je passe le message, qui ont des quantités complètement dingues de matériel, on leur demande à quoi ça sert, ils sont incapables de te répondre. Donc il faut savoir utiliser son matériel, il faut essayer quand tout va bien. Et puis ensuite, une fois que c'est mis en place, on ne touche plus. Question, on va en reparler. Toi, t'es optimiste ou t'es pessimiste sur le truc? T'es plutôt assez neutre, finalement? Moi, je dirais que je suis optimiste. J'ai 3 enfants. Je pense que j'aurais pas d'enfants si j'étais pessimiste. Donc je pense que sur le long terme, je suis pessimiste. Pour moi, on vit si on reprend l'histoire sur le long terme, c'est cyclique. On a une période de crise, une période d'abondance, et ainsi de suite. Si on reprend dans l'histoire, on a eu le Covid, ensuite on a eu la crise des subprimes, ensuite on a eu la bulle Internet, ensuite on a eu la guerre froide, ensuite on a eu la Seconde Guerre mondiale, la crise de 29, la Première Guerre mondiale, la guerre de 70, pardon. Donc il y a toujours eu des crises. Il y en aura toujours. Et à l'échelle d'un humain qui vit 80 ans, on va au moins subir 2 crises. C'est, je crois, la plus longue période de paix dans le monde depuis l'histoire de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé, je crois, 80 ans de paix totale. C'est ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Mais c'est incroyable dans un sens, mais c'est aussi dangereux dans l'autre. C'est que si tu parles, là tu donnes un sondage à 55% des Français qui pensent qu'il y aura peut-être une guerre mondiale dans les 10 ans. Il y a, avant le Covid, tout le monde se disait que c'était strictement impossible. Et les gens se sont tellement Tu passais habitués. pour un fou si tu disais ça, en complètement. tout cas. Ah ouais. À l'époque, sur les réseaux sociaux, je ne montrais pas ma tête. Parce que justement... C'est vrai? Ben oui, je voulais tu te cachais parce que tu disais ils vont me prendre pour un zinzin. C'est ça, je voulais pas que les voisins sachent que j'étais résilient. Est-ce que tu as des armes pour te défendre? Est-ce que tu as des armes pour chasser? Est-ce que tu as une arbalète pour chasser la biche? N'importe quoi. Au tout début, quand j'ai lancé mes réseaux sociaux, j'avais mis une photo de moi au stand de tir. Je ne sais plus quelle arme j'avais à l'époque. Et j'avais eu des très très mauvais retours de personnes qui étaient, eux, fans des plantes. Et moi, je suis capable de passer un très bon moment avec des personnes fans des plantes et un moment avec des personnes fans des armes. Et je suis vraiment capable de gérer ces deux mondes, on va dire. C'est 2 sujets qui m'intéressent. C'est pas... ouais. Mais il y a des personnes qui sont très focus sur un domaine. Et en Suisse, c'est différent. Tous mes voisins ont un fusil d'assaut chez eux. Parce que c'est le fusil d'ordonnance de l'armée. Parce qu'ils font partie de la milice. Ils ont été entraînés. Et c'est normal. Ça arrive ensuite à des personnes dans le train qui ont 25 ans, qui ont leur fusil d'assaut parce qu'ils vont à leur cours de répétition et ils vont à l'armée parce qu'ils sont appelés à l'armée. Il y a, pour faire simple, le service militaire d'1 an, un peu plus d'1 an là-bas. Donc c'est quelque chose qui est complètement accepté en Suisse. En France, c'est un sujet qui est extrêmement émotionnel et je me suis dit que j'en parlerais plus. Parce que je voulais pas susciter de réactions trop émotionnelles. Je t'explique pourquoi je te dis ça. Il y a quelques temps, j'ai reçu un collapsologue, donc quelqu'un qui pense qu'il y a un effondrement. La collapsologie, c'est le fait de penser qu'il y a un effondrement de la société. On avait reçu un homme qui était un ancien ministre, je crois que c'est Yves Cochet. Très intéressant. J'avais reçu dans une précédente émission et on avait discuté donc, de la préparation aussi au survivalisme, etc. Il y a quelques années. Et en fait, dans les commentaires, j'avais vu des messages qui disaient des choses assez justes. Donc moi, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai découvert avec lui. Donc lui, il a pareil un système de filtration, un système pour être quasiment en autonomie totale. Mais il y en a un qui a dit un truc juste dans les commentaires. Il dit, il n'a pas d'arme. Donc si son voisin, qu'on appellera Julien, si Julien a un pistolet,
et ben en fait, finalement, il va prendre tout ce que Yves a préparé pendant des années parce que c'est celui qui a l'arme qui gagne. Et en fait, le problème, c'est que si tu peux pas te défendre, il faut toujours que l'attaque, sinon ça sert à rien. Et en fait, il faut toujours être en capacité de se défendre. Sinon, tout ce que tu auras préparé, ton moulin, machin, quelqu'un viendra avec une arme et dire tu me le donnes, au mieux. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et donc, je voulais te poser la question parce que c'était en réaction. J'avais pas pu en reparler avec lui parce qu'on avait fait qu'une émission. Et je me suis dit que je te demanderais à toi puisque tu es aussi dans le même thème. Alors, de mémoire, ce qu'il disait, Yves Cochet, c'est que lui n'a pas d'armes, mais il est en très bonne relation avec un voisin chasseur qui a des armes, donc il pourrait s'entraider. Raisonnement que je trouve un peu bancal, pour être honnête. Parce que si jamais le voisin, le jour J, dit hey, Jackie, t'es gentil, mais t'as... Le maniement d'une arme, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas juste, voici la gâchette, on pointe, on tire. La première fois qu'on tire avec une arme, il y a une explosion qui se passe juste à côté de sa tête. Ça fait peur, il y a du recul, il y a du bruit. C'est violent. Ouais, c'est violent, ouais, complètement. Et c'est violent de manière auditive, c'est violent. C'est violent physiquement, c'est violent émotionnellement aussi. C'est une arme, c'est fait pour tuer. C'est pas fait pour creuser un trou. Donc je pense que c'est une chose qui doit s'apprendre en amont d'une crise. Mais je pense vraiment, moi, la vision que j'essaie de transmettre, c'est d'être extrêmement pragmatique. Ce que je dis souvent, c'est que tu as une arme à la maison, il y a un cambrioleur qui vient en pleine nuit, tu restes dans ta safe room, donc dans ton lieu qui est sécurisé chez toi, tu prends tes enfants, tu restes là, tu appelles la police et tu ne bouges pas. Le gars il est en train de voler ta télé en bas, c'est pas grave. Tu t'en fous, tu ne bouges pas. Tuer quelqu'un pour une télé, évidemment la personne n'a pas rentré chez soi, elle n'a pas à te voler une télé, mais tuer quelqu'un pour ça, pour moi c'est absolument immoral. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en mode cow-boy, et faut vraiment faire attention avec ce genre de choses. Et puis tu as une chance aussi, en plus, qu'il te tire dessus. S'il a une arme, en plus, ça peut pas se retourner contre toi. Moi, j'ai une femme, 3 enfants, j'ai pas envie de faire 3 ans de prison parce que j'ai tué un cambrioleur chez moi, tout simplement. Oui, mais il y a une phrase que les militaires disent. Ils disent, je préfère, tu la connais, je préfère par 12 que porté par 6. Je préfère me faire juger par... Je sais plus le chiffre exact. Parce qu'il y a plusieurs, aux États-Unis. Je préfère me faire juger par 12 de mes pères que porté par 6 de mes frères. C'est ça. Je crois que c'était un truc comme ça. C'est toujours l'idée, c'est... C'est-à-dire que je préfère aller à un procès que tuer quelqu'un de me faire porter dans le cercueil. Complètement. Et je suis complètement d'accord. Mais ça veut dire que tu retardes l'affrontement au maximum. Tu restes à un endroit de la maison avec tes proches, tu appelles la police, tu dis tout haut que tu appelles la police, tu mets la police sur haut-parleur. Et si le cambrioleur vient vers toi, tu préviens, je suis armé, ne venez pas, je suis armé, ne venez pas, coup de semonce. Et là, si la personne vient, dans ce cas-là, évidemment, il faut mettre une action en place. Et il y a aussi un sujet avec, par exemple, les pistolets d'alarme ou différents types de pistolets pour faire peur aux cambrioleurs. Je vois parfois, tiens, ils disent, il faut acheter ça, c'est des balles à blanc, etc. Sauf que si vous tirez même en l'air pour faire peur à quelqu'un dans une pièce, vos enfants vont perdre l'audition à vie, seront sourds. Il y a des gens de certains groupes d'intervention qui tirent, par exemple, dans une voiture. Si tu n'as pas ton casque et que le coup part, tu as 5 personnes sourdes dans la voiture. C'est pas définitif. Alors, il y en a, si, parce que j'en connais. D'accord. Qui sont, parfois, il y a eu pas mal de trucs. Et un policier qui tire, par exemple, dans sa voiture sans faire exprès, tu auras 5 personnes qui vont perdre l'audition. Ça va te faire sauter le tympan avec le blast. C'est-à-dire que si c'est dans une voiture, par exemple, l'effet de blast peut être très, très nocif pour la santé. Et donc, tirer avec un fusil de chasse, par exemple, dans une chambre, même en l'air pour faire peur à un cambrioleur, c'est même pas une bonne idée, quoi. Les armes de défense aussi, ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi être dangereux. Tu es en face pour moi, le syndrome du héros, ça peut être très dangereux. Il y a un cambrioleur chez toi, tu as un pistolet d'alarme qui ressemble à un vrai, tu veux faire le cow-boy, tu vas voir la personne, pour lui, tu as une vraie arme, tu tires, ça fait du bruit. Pour le cambrioleur, tu es en train de lui tirer dessus, il peut riposter, alors que tu serais tranquillement resté dans un endroit de la maison. Il faut mieux s'enfermer quelque part avec tes enfants. Complètement. D'ailleurs, est-ce que tu as une safe room? Est-ce que c'est une bonne idée? Et comment on le fait? Tu vois, une sorte de porte blindée, en gros, dans une chambre? Alors, toute une histoire de budget. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu peux avoir une vraie safe room complètement blindée, où tu peux tirer dessus à l'arme de guerre. Il y en a qui ont vraiment ça. En France, tu crois? Oui, complètement. Après, c'est des personnes, tu vois, des bijoutiers, des gros chefs d'entreprise, des gros restaurateurs. Quand il y a eu un de tes collègues, par exemple, il y a des mecs dans la crypto ces derniers temps, il y en a un des fondateurs de Ledger qui s'est fait kidnapper, couper le petit doigt. Ce genre de personnes, je recommande très fortement d'avoir des safe rooms. Et je pense qu'ils en ont. C'est une sorte de pièce blindée, en fait, même les murs, je crois, comme une sorte de bunker dans une maison, quoi. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir en appartement, par exemple. On peut mettre ça dans un appart. Tout, faut juste faire attention au poids. C'est intéressant. Ça, combien ça coûte, une safe room? T'as déjà dû 10 000 €. Moins cher qu'un bunker? Oui, complètement, parce que, pour faire simple, c'est que tu blindes les murs. Avec un peu de chance, tu as déjà peut-être un ou 2 murs porteurs, donc ça coûte un peu moins cher. Tu mets une porte blindée, et c'est à peu près tout. Parce que le but, c'est pas de survivre en autonomie pendant 30 jours. Le but, c'est de passer quelques heures à l'intérieur.
Et est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'il y en a qui font ça, un système, je me demande, parce que tu es mieux renseigné que moi, un système d'escalier, tu sais, où tu te mets à l'étage, je sais pas, qui se remonte un peu. Au Moyen-Âge, ils avaient ça avec une corde. Ils remontaient une espèce d'escalier en bois et ils étaient comme ça enfermés au premier étage. Non, mais tu me donnes des idées. Au Moyen-Âge, ils faisaient ça pour les rats et pour la peste aussi. En fait, ils se mettaient au premier étage et ils remontaient avec une corde et une poulie et tu avais une espèce d'échelle escalier qui remontait et comme ça, les rats pouvaient pas monter aux étages et transmettaient pas la peste aux étages. Voilà, c'était pour pas qu'ils fassent des déjections là-bas. Tu m'apprends un truc. Non, c'est intéressant. Et sur le nucléaire, pour terminer, comment est-ce que tu te prépares, toi, en cas d'attaque? Comment on se prépare à ça? Juste, je mets un petit disclaimer avant, c'est que le nucléaire, c'est un truc qui fait peur, c'est une grosse catastrophe. On a parlé de cas un petit peu extrêmes, mais pour moi, l'important, enfin, ce pourquoi je me prépare principalement, c'est des petites ruptures de la normalité. C'est une coupure d'électricité de quelques jours, c'est un accident de voiture, c'est une inondation, c'est tout simplement une période de chômage. Compter sur l'État en période de chômage, vu ce qui se passe actuellement en France, ça me paraît pas être une situation d'avenir là aussi. Donc c'est plutôt d'abord ce genre de petites ruptures de la normalité, mais voilà, je veux juste prévenir les auditeurs. Par contre, pour le nucléaire, il y a deux types de nucléaire. Il y a le nucléaire central, donc le nucléaire civil, et le nucléaire militaire. On commence par quoi? Comme tu veux, une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, t'as pas de chance de survie si t'es effectivement sur un... C'est ça. Si tu es au point d'impact ou juste à côté, aucune chance de survie. Et de toute façon, il y a peu de chances qu'on soit prévenu en avance. On voit très bien quand il y a eu un accident sur une usine de Céveso à Rouen, il y avait un nuage noir qui passait par-dessus la ville et les autorités étaient « Non, vous inquiétez pas, tout se passe bien ». Donc, il y a très peu de chances qu'on soit prévenu à l'avance. Donc, le cas le plus probable, c'est qu'il y a une bombe qui est tombée à quelques dizaines de kilomètres. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de s'isoler chez soi pendant 30 jours, le temps que la radioactivité baisse fortement et que ce soit sécurisé pour partir. Donc, c'est ce qui est le plus recommandé. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir un stock de nourriture, il faut avoir un stock d'eau, il faut avoir du matériel de secours, du matériel de communication. Si tes fenêtres ont pété? En fait, dans ma caisse NRBC, j'ai déjà du scotch. C'est con, mais un des premiers trucs à avoir, c'est du scotch, tout simplement pour boucher tes fenêtres, tes portes. Étanchéifier. Et ensuite, des bâches. Par un exemple de blast, tu mets une bâche autour de la fenêtre, et rien que ça fonctionne déjà bien. En cas de problème nucléaire, on ne va pas forcément chercher à se protéger des radiations. Si tu es juste à côté du Ground Zero, évidemment, là, il y a des radiations. Si tu es juste à côté de la centrale de Tchernobyl, évidemment, il y a des radiations. Mais le vrai risque, quand tu es à quelques dizaines de kilomètres, ce sont en gros les poussières radioactives. Donc tu vas éviter d'en avoir qui te collent à la peau, surtout de les ingérer ou de les respirer. Donc en gros, tu te protèges des poussières, pour faire simple. Donc avec scotch, bâche... Plus un masque à gaz? Alors, si tu as bien fait ton système d'étanchéité, tu mets juste... Alors je rajoute juste tout ce qui est VMC. Et il suffit juste de mettre un filtre type filtre d'aspirateur, avec du scotch. Ça fonctionne déjà pas si mal. Évidemment, on n'est pas qualité militaire, mais ça fonctionne déjà pas si mal. Et ensuite, si tu as réussi à faire ça, tu prends ton compteur Geiger et tu mesures la radioactivité chez toi. Et si tu n'as pas de radioactivité chez toi, tu sais que tu es bon. C'est un compteur Geiger en français, enfin, je sais qu'ils disent Geiger. En Suisse, on dit Geiger? Je crois que c'est la prononciation américaine. Ah, d'accord. Bon, les compteurs Geiger, ça sert à savoir le taux de radioactivité, c'est ce qui craque. Il y en a qui fonctionnent différemment. C'est exactement ça. Ça coûte pas très cher et ça permet de savoir s'il y a de la radioactivité. Si vous l'allumez, ne vous inquiétez pas, il y a de la radioactivité partout sur Terre. Complètement. Il y en a par exemple beaucoup en Bretagne, il y a du granit dans le sol, le granit breton est très riche en radioactivité. C'est toujours plus proche du sol, vous aurez de la radioactivité plus qu'en haut d'une tour, par exemple. Ça, c'est normal, puisque la Terre est radioactive de base. On est radioactif, on est une toute petite part de radioactivité. Les bananes sont très radioactives, par exemple. C'est normal, si vous approchez une banane, voilà. Et ensuite, le but, c'est de rester 30 jours à l'intérieur. Et évidemment, j'ai des tenues de protection radioactivité, j'ai des masques, mais l'idée, c'est de ne pas s'en servir. Mais si j'ai vraiment besoin d'aller à l'extérieur, je suis capable, avec bâche scotch, de faire un sas de décontamination et ensuite être capable de sortir dehors, de me nettoyer et de re-rentrer sans contaminer la scène. Et d'ailleurs, tu parlais de compteur Geiger, c'est pour moi, Geiger, c'est une des premières choses à voir dans le sens que, imaginons qu'il y a une centrale nucléaire qui a un problème, il y a une grosse fumée qui sort, tu habites à 10 km de la centrale, peut-être en fait, le vent souffle dans ta direction et t'es pas du tout contaminé. Et ça serait vraiment dommage d'être en mode panique complète avec ta famille pendant 30 jours bloqué chez toi, alors que tu peux très bien évacuer relativement tranquillement. Tu vas chez Nature et Découverte, acheter tu sais, à chaque fois que je vais chez Nature et Découverte, dans les magasins, tu sais, t'as des petits accessoires comme ça. C'est pas là-bas que t'achètes, j'imagine, c'est sur des sites spécialisés. Sur Internet, sur des sites américains, tu disais. Il y a des trucs très sympas chez Nature et Découverte. Tu nous as fait une vidéo de ta boîte, NRBC, donc c'est les risques bactériologiques et nucléaires. Et chimiques. Regardez. Alors ça, c'est tout mon équipement nucléaire, mais aussi tout ce qui est NRBC, donc nucléaire, radiobiologique
et chimiques. Donc pour faire simple, tout ce qui ne doit pas être en contact avec la peau. Donc là-dedans, j'ai des cartouches et un masque à gaz. À l'intérieur, j'ai alors aussi un deuxième masque pour ma femme avec aussi des cartouches de rechange. J'ai des... Hop là, ça c'est de l'iodure de potassium. C'est distribué gratuitement pour ceux qui habitent près des centrales nucléaires. Ça sert à saturer la thyroïde pour éviter que, en cas de contamination, de l'iode radioactif vienne se fixer sur la thyroïde. Ensuite, le but en cas de problème nucléaire, en gros, c'est de ne pas être en contact avec des poussières pour faire extrêmement simple. Donc c'est de barricader sa maison. Donc du scotch pour fermer les ouvertures. Des sacs poubelles s'il y en a des choses qui sont contaminées. Des masques, c'est toujours mieux que rien, quand il y a de problème. Ensuite des gants, là c'est une combinaison extérieure, donc tu mets ça à l'extérieur pour faire des sas. Et ça c'est les combinaisons. Ça c'est les combinaisons intérieures, donc en gros tu te déshabilles, tu te mets en caleçon, tu mets une combinaison comme ça, c'est en gros une tenue de peinte, tu remets une combinaison comme ça, et tu peux sortir dehors, tu peux décontaminer facilement ça, t'enlèves ça, comme ça t'as 2 protections et t'es sûr que t'as contaminé ta maison. Ça c'est tout simplement des filtres que tu peux mettre sur tes VNC pour éviter que des poussières rentrent chez toi. Là c'est une deuxième tenue, puis au fond j'ai des bottes. Ce kit là, ça me permet de rendre ma maison étanche aux poussières radioactives, de faire un sas pour pouvoir entrer, sortir sans contaminer l'intérieur de ma maison, et d'être capable de faire des sorties avec le compteur Geiger qui est ici, ou celui qui est ici. Donc de faire des sorties. Mais pour faire simple, l'idée c'est surtout de rester chez soi 30 jours, le temps que la radioactivité baisse très très fortement. Voilà, comme ça on a pu le voir un peu, ça me permet d'illustrer. Juste pour terminer, je voulais parler des éruptions solaires. Tout ce qui était électromagnétique, ça peut complètement bloquer. Il y a eu en Espagne, il y a quelques temps, une partie de l'Espagne qui avait été bloquée avec les feux rouges qui s'étaient arrêtés, etc. C'est une vraie inquiétude de pas mal d'États, de pas mal d'organismes, de l'État français, des militaires, etc., qu'il y ait une éruption solaire qui puisse, du jour au lendemain, faire un blackout numérique, c'est-à-dire il n'y aurait plus Internet, plus aucune communication, tout pourrait griller, alors que nous, on ne le sentirait même pas. Comment tu t'y prépares à ça? C'est très clairement, pour moi, une des pires choses qui puisse arriver. Le risque est extrêmement faible, mais il existe. Il y a déjà eu des cas, alors j'ai une mauvaise mémoire des dates, mais 1989 au Canada, où il y a une partie des transformateurs qui ont cramé tout simplement à cause d'une éruption solaire, et du coup une grosse partie qui a été privée d'électricité. Et si on remonte plus loin dans le temps, à l'époque des États-Unis et du télégraphe, il y a du coup les réseaux télégraphiques qui ont cramé. Tout a cramé. Tout a cramé. Et à l'époque, c'était pas trop grave. Mais à l'heure actuelle, on est complètement connecté, ça peut être vraiment très très grave. Parce que s'il n'y en a plus de feu rouge, si du jour au lendemain on se réveille un matin, vous n'avez plus votre téléphone portable, ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de réseau, si tu n'as plus de portable, les voitures électriques ne marchent plus, tous les systèmes numériques sont cramés, donc la plupart des voitures, en gros 99% des voitures ne marcheraient plus. À moins que vous ayez une 205 Junior dans le coin du garage qui marche depuis 1981. Mais sinon, il n'y a plus rien qui marche, plus de feu rouge, plus de communication, et ça pourrait être la panique avec des bouchons partout, etc. Il faut même aller plus loin. Donc, plus d'électricité, c'est déjà le frigo qui ne fonctionne plus. Donc, une grande partie, surtout des personnes qui habitent en ville, ont quasiment tout dans le frigo, donc ça ne fonctionne plus. Congélateur, pareil. Ensuite, l'eau, l'eau, elle ne vient pas de manière naturelle au robinet. Donc, c'est les stations de pompage qui ne fonctionnent plus, les stations d'épuration qui ne fonctionnent plus. Il y a une certaine inertie sur l'eau, parce que souvent, il y a tout ce qui est château d'eau. Oui, donc, mais il y a quand même des pompes électriques qui envoient sur une pression. Château d'eau, c'est ça. Donc, tu as l'inertie, en gros, du château d'eau. Donc, il n'y a plus d'eau non plus, plus de communication. Donc, les services de secours... eux, ils ont des générateurs, donc les casernes fonctionnent quelques jours, les hôpitaux fonctionnent quelques jours, mais comment aller à l'hôpital si toutes les rues sont bloquées? Ah, s'il y a des incendies, c'est la guerre. Enfin, d'un coup, ça deviendrait la guerre. En Espagne et au Portugal, il y a eu de mémoire 1 ou 2 morts à cause des incendies, des personnes qui se sont éclairées avec des bougies, qui sont mortes dans l'incendie de leur maison. Donc non, c'est vraiment beaucoup de problèmes. Et sur le court terme, sur un jour ou deux, ça va. L'Espagne, le Portugal, ça a relativement bien été, c'était quelques heures. Par contre, au bout de 3-4 jours, ça devient problématique. Tous les magasins ferment parce que, évidemment, on retrouve des vidéos Espagne, Portugal où ils sont dans le supermarché, ils font leurs courses avec la lumière de leur téléphone. C'est à moitié rigolo, à moitié stressant. Ils passent en caisse, la carte bancaire fonctionne plus, ils ont plus de cash avec eux. Au bout d'un moment, la personne qui tient la supérette voit qu'il y a une 50aine de personnes dans son magasin, que les 2 tiers peuvent pas payer, qu'il y en a qui commencent à partir sans payer. Donc, évidemment, ils vont fermer les grilles. Donc, non, ça va créer énormément de problèmes. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Et pour terminer, l'argent, c'est le sujet. Le survivalisme aussi financier. Comment est-ce que tu prépares, toi, en cas de galère? Enfin, comment tu prépares? Est-ce que tu ne changes pas ta vie, hein, tu restes modéré, mais concentré, on va dire, instruit en tout cas, et prévoyant. Comment est-ce que tu prépares, toi, si jamais il y a quelque chose, pour que tu puisses continuer de payer et de vivre?
Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas compter sur le chômage. Se dire, en cas de problème, j'ai toujours le chômage, je pense que c'est quelque chose de dangereux. À l'heure actuelle, la situation économique en France est catastrophique. On va très clairement vers un gros problème financier, on pourra en parler après peut-être en détail, mais compter sur l'État pour un besoin vital qui est de payer ses factures, ça me paraît très dangereux. Donc je pense qu'il faut partir du principe qu'on peut être privé de ressources financières et il faut avoir de quoi gérer. Moi, je recommande au minimum 1 mois. Moi, je suis plutôt à 6 mois de dépenses d'avance. Et pour ça, ce que je recommande, le mieux, c'est d'avoir de l'or physique, de l'argent physique et des devises. Après, on peut rajouter crypto-monnaie puis compte à l'étranger pour compléter un petit peu ça. Donc, de diversifier. Complètement. C'est toujours, on met pas tous ces... Un peu d'or, un peu d'argent, un peu de tout, ça. quoi. Par exemple, si on n'a que des crypto-monnaies, il y a un blackout, comme on parlait tout à l'heure, tes crypto-monnaies, ça ne servent à rien. On a plein d'argent sous le matelas. Demain, il y a la France qui s'effondre d'un point de vue économique, l'Europe qui part avec, l'euro s'effondre, la devise ne vaut plus grand-chose. Et ben, tu avais peut-être 10 000 euros sous ton matelas. Ben, maintenant, en termes de valeur, ça ne vaut plus que 3 000 euros. Donc, il faut vraiment diversifier. Si la monnaie dévalue, c'est-à-dire qu'elle perd de la valeur, il y avait des images en Allemagne, je ne sais plus l'année précise, il y a eu un énorme choc financier où il y avait carrément des brouettes entières pour payer de Deutsche Mark, donc la monnaie allemande à l'époque, et ils avaient des brouettes entières pour payer un pain, quoi. Et un bout de pain, parce qu'il n'a plus aucune valeur, quoi. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Les gens se disent, mais non, c'était avant. Quand on parle de pays d'Amérique du Sud qui sont dans ce genre de situation où ils font des sacs à main avec des billets, on dit mais non, mais c'est des pays en voie de développement. Non, c'est des choses qui peuvent arriver. Et en ayant un petit peu d'or, un petit peu d'argent... T'achètes où ton or? Alors, sur Internet. Franchement, moi, je ne me prends pas la tête. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées d'acheter de l'or sur Internet. Moi, j'achète sur Internet. Sinon, il y a des magasins spécialisés, type... je ne donnerai pas de marque, mais voilà. Sur des sites qui ont pignon sur rue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Juste, il faut éviter les sites type achat, vente d'or, cash, express, des choses comme ça. Parce que pour vendre de l'or, il n'y a pas de souci. Par contre, pour en acheter, en fait, ils n'en vendent pas. Eux, ils ne font qu'acheter. Et ça m'arrivait d'aller chez eux et ils étaient complètement perdus en disant, mais vous voulez acheter? D'accord, ils appellent le siège. Ok, on vous prend, donc tu payes en cash. Et ils disent, on vous rappelle quand c'est bon. Tu sors de là. Moi, à l'époque, j'avais payé 600 € pour 3 Napoléons or. Et je me dis, mais... Napoléon, c'est des 20 francs. Or, c'est ça. Et en fait, ils t'envoient un SMS 2 semaines après ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est pas forcément la meilleure option. En fait, il faut diversifier, pas que sur le même territoire, pas que au même endroit. Complètement. Tu vois, un peu d'or. L'or, ça a vachement monté, c'est très haut. Un Napoléon, donc 20 francs suisses, à l'époque, ça valait... je sais pas, c'est des louis d'or, ce qu'on appelle des louis d'or aussi. On appelle ça des 20 francs or, c'est le terme générique. Et là-dedans, tu as des louis d'or, tu as des Napoléons et tu as des Marianne d'or. Et donc, ça valait à l'époque 100 €. Maintenant, c'est 200, 300, 400, 600 là. 680 ce matin, si je dis pas de bêtises. 680 aujourd'hui du tournage, donc c'est un truc de fou. En 10 ans, ça a vraiment... Les premiers, moi, je les achetais à 200 € pièce. Donc oui, comment tu fais? Tu caches de l'argent aussi parfois dans des endroits, dans la terre? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de mettre des boîtes? En fait, c'est toujours la même chose, on diversifie. Déjà, quand on a de l'or et de l'argent chez soi, il faut absolument un coffre, un vrai coffre et immifugé. Moi, j'étais pompier volontaire, la maison crame, tu perds tout. Il y a souvent des personnes qui ont des bijoux de famille dans des petites boîtes. L'or a fondu, c'est dans les débris, c'est irrécupérable. Donc, un coffre immifugé. Et ensuite, toujours pas mettre tout chez soi. Et dans ce cas-là, on peut avoir des cachettes dans son jardin. Mais il faut bien prendre des repères. Et puis, il faut aussi prévenir ses proches, ne serait-ce que sa femme, ses enfants en cas de problème. Et ensuite, on peut avoir des coffres dans des banques ou dans des sociétés. Par exemple, moi, j'ai un coffre dans une banque. Covid, coffre inaccessible pendant 3 semaines. Parce que, évidemment, l'accès au safe, c'est pas un service d'urgence. Et du coup, j'étais incapable d'accéder à mon coffre. Ah là là. Donc, c'est pour ça que c'est bien de diversifier. Comment tu l'as vécu, le Covid? T'étais prêt? Franchement, honnêtement, ça a peut-être choqué quelques personnes, mais moi, c'était des super moments. Ça faisait 1 an ou 2 que je commençais à fréquenter ma compagne de l'époque, qui est devenue ma femme. On venait d'acheter une maison quelques temps avant, et donc on était à la montagne, coupé du monde, puis on a fait plein de randonnées. C'était vraiment des super moments. T'as profité pour être dehors, quoi. Moi, j'ai profité, et puis quand je voyais... Tu t'es pas inquiété? Oui, je m'inquiétais de la situation globale, mais j'avais un stock de nourriture, j'étais autonome en eau, j'étais autonome en électricité. Donc au lieu de paniquer, d'aller dans les supermarchés et puis de me battre pour un paquet de pâtes, j'étais chez moi, à regarder les infos, à me dire, on va voir ce que ça passe. Mais en tout cas, moi, je suis chez moi. Et pour moi, c'est être prévoyant et c'est être responsable. Au lieu d'alimenter une crise en me précipitant, je suis chez moi, tranquillement, j'embête personne. Et ça permet au service de secours de se concentrer sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, ta femme, de ton côté un peu survivaliste?
Elle est beaucoup moins à fond que moi, elle est plutôt sur le côté autonomie. Pour elle, ce qui est le plus important, c'est d'élever des enfants dans des bonnes conditions, avec des poules, un potager, un grand terrain. C'est plutôt cet aspect-là qui l'intéresse, mais elle est rassurée de savoir tout ce que je mets en place. Oui, ça la rassure. Tu as une échelle, pour terminer, de secours que tu as mis de ta chambre. Tu peux jeter une échelle en corde, j'imagine, qui se déplie, et comme ça, tu peux descendre aussi par la fenêtre. J'ai attaché une échelle ici, donc il y a une poutre, donc c'est vraiment solide. Hein. On peut y aller, on peut être à 10 dessus. L'échelle, elle sort par la fenêtre. En cas de problème, je tire le meuble, donc ça me fait une sorte de marchepied. Et ensuite, j'ai l'échelle, donc je descends cette échelle. J'ai fait des cours APR, appareil porteur respiratoire, chez les pompiers, et tu vois qu'en cas d'incendie, il y a quand même la fumée, ça peut devenir très 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 problématique. Tu peux être complètement perdu, c'est très toxique, c'est un vrai problème, bien avant les flammes. Et je dors au 2e étage avec mes enfants, donc tout en haut de la maison. J'ai un seul point d'accès à ce 2e étage, et si il y a un feu sur ce point d'accès, clairement je suis foutu. Le temps d'appeler les pompiers, c'est peut-être 15 minutes avant qu'ils viennent, en plus le temps qu'ils commencent à intervenir, qu'ils nous localisent. Non, c'est vraiment compliqué. Donc comme j'ai qu'un seul point d'accès, j'ai une échelle de corde que je balance par la fenêtre de ma salle de bain. C'est pas con, l'échelle et qui de me permet corde, de descendre. C'est mieux que rien. Ah bah mieux que rien, de toute façon, je saute, je me casse les jambes. Mes enfants, une chance sur 2 qu'ils se fracassent sur la terrasse. Et donc ça, c'est toujours l'idée, c'est ok, là je suis dans une situation que j'estime à risque, comment je peux gérer ça? Une échelle de corde, ok, 50 €, j'ai mon échelle de corde, ça fait un certain nombre d'années qu'elle est là, et j'y pense plus. C'est quoi ton prochain achat pour terminer? Est-ce que tu as encore un truc où tu sais que tu n'es pas totalement autonome, où tu as envie, t'as un but? Est-ce que c'est le bunker? J'aimerais refaire le système de purification d'eau potable de ma maison. Il est pas optimal et j'aimerais bien réinvestir là-dessus. Après, si gros achat, j'adorerais un bunker. Très clairement, ça me ferait plaisir. Si jamais vous avez un bunker chez vous, moi je suis assez chaud pour envoyer un journaliste, pour venir avec, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Envoyez-moi un email avec votre numéro de téléphone, avec des photos pour nous montrer que c'est vrai, parce que sinon on va pas se déplacer au cas où. Vous m'envoyez juste sur contact@legendegroup.fr, vous marquez bunker en objet. Et si vous avez un bunker chez vous, ou une safe room d'ailleurs, c'est intéressant de montrer aussi les dispositifs qui existent pour se protéger. Ce sera un plaisir de venir voir. On va terminer, on va aller en bas, au bureau, à côté, et tu vas nous montrer, si tu veux bien, un test sur un faux lingot d'or, sur du vrai or, pour voir comment on peut savoir si un jour vous décidez d'acheter vous-même de l'or, si c'est du vrai ou du faux. C'est parti, on va voir. Donc ça y est, on s'est retrouvé avec Rémi dans un bureau, on a pris le bureau des auteurs, on a tout nettoyé pour être à une table, parce que on va mettre un produit qui tâche, donc on voulait pas le faire sur le plateau. Alors juste pour comprendre, je vois des lingots d'or. Je vois ici des billets. C'est des vrais, des faux, c'est quoi? Ah non, les billets, c'est des vrais. C'est des vrais? Ah, sinon, je vais en prison. Les faux monnayeurs, c'est pas très bien vu par la loi. T'achètes plusieurs types de monnaie? Alors, pour les billets, l'idée, c'est que en cas de crise, les devises, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Il y a un blackout demain. Évidemment, si tu sors avec une pièce d'or pour acheter de la nourriture au supermarché, on va te regarder un peu bizarrement, ce qui est assez logique. Donc, les devises, c'est quand même très pratique. Mais si on a que des euros, en cas de problème sur la monnaie euro, donc en cas de dévaluation de l'euro, ça risque de plus valoir grand-chose. Et donc, ça peut être intéressant de se diversifier en francs suisses ou en dollars, qui sont plutôt des monnaies refuges. D'accord. Donc ça permet de pas perdre trop d'argent. Mais par contre, je conseille pas de stocker trop de devises, parce que le problème des devises, c'est qu'elles perdent de la valeur avec l'inflation année après année. Et une grosse erreur, ce serait de mettre 50 000 € sous le matelas. Et ça veut dire que année après année, la valeur réelle de ces 50 000 € diminuerait. Donc une petite réserve, mais pas trop non plus. Pas trop. Là, on va en parler après des liquides. Juste, là, je vois qu'il y a des pièces, des lingots d'or. Donc là, ça, c'est un faux lingot d'or. Je remercie une boutique qui nous a prêté ça, d'achat d'or. Là, on va essayer de montrer un test. Si jamais vous avez envie d'acheter de l'or à des moments, de racheter. Ou si quelqu'un vous dit, ah tiens, j'ai une bague de famille, c'est de l'or, tiens, tu me donnes tant. Vous achetez un produit, vous allez voir si c'est du vrai ou pas. Donc ça, c'est un faux. Il y a marqué factice derrière. Voilà, c'est très lourd, mais ça reste un faux. Ça, c'est un petit médaillon. Mais en fait, c'est quoi ça exactement? On appelle ça un lingotin. Donc c'est 5 grammes d'or. 5 grammes d'or. Donc qui aujourd'hui valent combien à peu près? 550. 550. 600. Putain, alors que ça fait 5 grammes. Ouais, c'est fou. Attends, mais combien ça coûte un lingot comme ça, du coup? C'est monstrueux, quoi. Je ne saurais pas dire les prix. C'est 45% depuis le début de l'année d'évolution. Donc j'avoue que je regarde pour le... Ça, c'est une pièce qui vaut... Donc c'est ce qu'on appelle un 20 francs or. Il y a plusieurs types. Il y a des Marianne, il y a des Napoléon, il y a des Louis. Mais ça s'appelle 20 francs or, parce qu'il y a une valeur monétaire de 20. C'est 6,4 grammes, si je dis pas de bêtises. Et ça vaut, à l'heure actuelle, 680 €, cette petite pièce. Et donc ça, c'est un petit lingotin. Ça, c'est 1 gramme. Un mini lingotin. Ça, je recommande vraiment pas d'acheter ça. Je voulais juste voir ce que ça donnait. 1 gramme, 5 grammes, 1 kilo.
900, 900, Non, c'est la 999. quantité d'or à l'intérieur. Alors c'est un faux. Alors normalement c'est 99,999 ou on peut aussi faire 999,9. Donc ça veut dire qu'en gros c'est de l'or pur pour faire simple. D'accord. Quand on a une bague, c'est pas de l'or pur parce que l'or pur est très malléable. Et si on a une bague en or pur, et ben en fait on va l'abîmer, elle va se casser. Donc on en a plutôt pour les bijoux du 18 carats. Tu achètes beaucoup de pièces, je vois là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une once? Non, Alors c'est quoi? exactement, c'est une once d'argent. Donc une once c'est une valeur en termes de poids plutôt à l'américaine. C'est de mémoire 31 grammes à peu près. Donc ça, c'est de l'argent. Hein. Vous dites, C'est c'est ça. pas de l'or. Donc ça, c'est 5 francs canadiens. Je me permets. Hein. Ça 5 dollars, pardon, pas 5 francs, 5 dollars canadiens 2013, Elisabeth II. Voilà. Donc c'est à peu près 45 € à l'heure actuelle, entre 40 et 50. Qu'est-ce qu'on va faire comme test alors? Alors là, quand on achète de l'or, alors dans un magasin qui a pignon sur rue, sur des sites internet reconnus, il y a très très peu de chances de se faire arnaquer. J'aimerais bien quand même rassurer les gens là-dessus. Par contre, si on achète ça au voisin, on achète ça sur Le Bon Coin, là ça devient un peu plus risqué. Et donc il y a plusieurs tests pour voir si c'est vrai. Pour les pièces, donc là j'ai une pièce qui brille, hein. On n'est pas très très loin de cette couleur-là. C'est quoi, c'est 50 centimes ça, non? 50 centimes. Ouais, c'est ça. Une pièce 50 centimes purement classique. D'accord. Mais en termes de couleur, on y est presque. Et on pourrait se faire avoir. Donc quand c'est des pièces, la meilleure chose c'est d'avoir déjà une pièce, parce que ça permet de comparer. Il faut savoir que l'or, il y a 2 moyens d'arnaquer quelqu'un sur l'or, 3 moyens. Le premier, c'est que c'est tout simplement pas de l'or. C'est du cuivre, du béton, quelque chose qui ressemble à l'or, mais ça en est pas. Le deuxième moyen, c'est d'avoir une enveloppe en or, mais qui est fourrée, qui est Plaqué chaude à or. l'intérieur. C'est ça, exactement, plaqué or. Là, c'est du plomb, par exemple. Donc, il y a plein de techniques. Et l'autre moyen, c'est de pas avoir le bon carat sur l'or. Donc, on dit que c'est de l'or pur, par exemple, alors que c'est pas du tout de l'or pur. Donc, la première chose, c'est d'avoir déjà une pièce et d'être capable de voir si le poids est bon. Donc, on peut acheter une petite balance. Et puis ensuite, on les regarde tout simplement, parce que le poids peut être bon, mais peut être fourré avec quelque chose d'autre. Tu regardes les deux pièces, et si elles font la même hauteur, on sait que globalement, on est plutôt bon. Maintenant, on va voir si c'est vraiment de l'or. On commence par du faux. Du faux, vas-y, montre. Alors, du je faux, vais prendre alors, cette du vrai. pièce de 50 centimes. Je vais faire, là, je vais me permettre d'être Ça, c'est très généreux. Une pierre, ça, tu le frottes sur une Ça, c'est pierre. une pierre à gratter. Ça ressemble un petit peu à une pierre aiguisée. C'est assez C'est lisse. tout hein. lisse, hein. Pourtant, c'est tout lisse. C'est une pierre noire, quoi, un carré, c'est un rectangle noir. C'est ça. Donc là, je fais une trace très très généreuse. Oui. Et ensuite, je vais mettre de l'acide dessus. Donc c'est un acide qui est spécial. On met pas n'importe quel type d'acide. C'est ça, j'ai tout ce genre de truc. Sur Internet. C'est Sur pas un Internet truc que tu trouves au supermarché. Je vais être assez généreux sur l'acide. Ouais, ben, pour le bien. test. Ouais. Donc là, on va attendre quand même un petit moment. Et on commence à voir que ça se dissout. Ah oui, d'accord, ok. Oui, on Il va voit falloir que ça, attendre un ça va petit moment. et ça va se dissoudre vraiment au milieu. On voit que les traits ont disparu. Parfois, c'est un petit peu compliqué avec l'acide. Il y a un petit reflet. Donc le mieux, c'est on tamponne doucement. Hop. Et là, on voit Il y a plus rien. l'acide a dissous le métal. Donc là, on est très clairement pas sur de l'or. Après, on peut essayer avec, du coup, vraiment de l'or. Ouais, ouais. Et pourquoi t'as plein de tubes différents? Le carat, ça permet de mesurer la quantité d'or dans un objet. Ah oui, d'accord, là, c'est juste pour voir s'il y en a ou pas, quoi. C'est ça. Et là, si je prends donc un lingot, là, c'est vraiment de l'or, mais... Et une pièce, c'est relativement simple. On prend 2 pièces à côté, on compare, on peut voir un lingot, ça peut avoir plein de formes différentes. Donc ça vaut vraiment le coup pour un lingot. Donc là, c'est un lingot qui est extrêmement fin, donc ça serait compliqué de le fourrer. Mais un lingot comme ça, on peut très bien mettre même du béton, enfin Oui, tu mets n'importe autre chose quoi à dedans, en fait. l'intérieur. C'est ça, et on se rend pas compte. Tu mets 1 millimètre. Mais si tu mets 1 millimètre d'or. Bah, justement, là, je vais me faire avoir. Ouais. Je vais gratter, j'aurai bien de l'or, et je me ferai avoir. Donc on peut plutôt, on peut faire un premier test comme ça, et ensuite valider ce qu'on appelle la masse volumique. Donc si on connaît la masse volumique de l'or, on va d'abord peser le lingot, comme ça on aura le poids. Ensuite on va le mettre dans une éprouvette graduée ou dans un contenant avec de l'eau, où on est capable de mesurer la quantité d'eau que déplace le lingot. Quand on connaît le poids d'un lingot, on est capable d'estimer la masse d'eau qu'il va déplacer, donc en gros l'espace qu'il prend. Et si on voit qu'il déplace trop d'eau, c'est-à-dire qu'il prend trop d'espace comparé à son poids. Et donc c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc là, tu vas gratter le petit. Donc là, je vais lingot. gratter un lingot, je vais être généreux pour toi, Guillaume. Oh là là. Donc là, j'ai une trace, et on va refaire le même Ça, test. là, c'est du vrai or. Hein. C'est du vrai or. 100%, tiens, on va Alors, on remontrer. dit jamais que c'est 100%, on dit c'est du 99,999%. Et là, comme pour le test de tout à l'heure, on va voir si la trace de métal disparaît ou pas. Et si elle ne disparaît pas, ça veut dire que c'est vraiment de l'or. Donc tu vas dans une boutique classique Moi, j'achète en ligne. d'achat d'or, et comme ça, t'es sûr. Ah, en ligne, ouais. Et J'achète tu en reçois ligne. par la poste? Alors, soit je reçois par la poste, soit c'est le vendeur qui se déplace. Alors, Ça arrive. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai acheté de l'or comme ça, pareil, on commande en ligne, on se dit, mais est-ce qu'on s'est fait arnaquer?
Ensuite, pas de nouvelles du site. Le site nous recontacte une semaine après, en tout cas dans mon cas une semaine après, en me disant on fait une tournée dans ma ville, on peut vous l'amener telle date, telle heure. Je dis ok, bon, j'ai une personne qui arrive avec vraiment une tête de monsieur tout le monde, qui me dit je suis désolé, je suis en double fil, faut qu'on fasse vite. Je dis ok d'accord. Et il m'amène les pièces d'or, je regarde ça. Et c'était de la vraie. Ouais, c'était du vrai or. Et donc là, on voit qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de sujet, c'est la même chose. En fait, ça n'a pas bougé, malgré le liquide, en fait. Et là, si tu effaces, du coup, si tu essuies un petit peu... Alors, si je suis un petit peu... Vu que c'est un liquide, c'est possible que c'est un peu bougé, mais on voit quand même la trace au fond. Merci beaucoup, en tout cas. Donc là, tu as tes livres que tu sors au fur et à mesure pour apprendre à tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer sur le sujet du survivalisme, de la prévoyance, comme tu veux? Dans l'émission, on a parlé des cas un petit peu, on va dire, les plus extrêmes, qui sont un petit peu aussi les plus sexy, provoquants. On a parlé de guerre nucléaire, on a parlé de blackout, de tempête solaire. Mais pour moi, il faut d'abord commencer à se préparer sur les cas les plus probables. Donc c'est une inondation, c'est un incendie chez soi, c'est un accident de la route. Avoir un kit de secours dans sa voiture, c'est déjà une excellente base. Ça peut être un licenciement, un problème financier. Donc c'est plutôt la vision que j'essaye de promouvoir, c'est d'être pragmatique, de pas tomber dans un peu le fantasme caricatural du survivaliste et de s'occuper de ses besoins vitaux. Et on a parlé des problèmes, mais en réalité, au quotidien, ça permet aussi de bien vivre. C'est-à-dire qu'avoir un potager, c'est avoir une nourriture saine. Avoir un kit de secours, c'est quand t'as quelqu'un devant toi dans la rue, quelqu'un qui tombe devant toi en trottinette, ça permet de lui porter secours. Filtrer soi-même son eau, ça permet au quotidien de boire une eau de très bonne qualité. On voit tous les scandales qui autour de l'eau ces dernières années, exactement. Pesticides dedans. C'est ça, polluant éternel. En fait, se préparer en cas de problème, ça permet aussi tout simplement de bien vivre, de mieux vivre. Et d'avoir une sérénité d'esprit. On me demande toujours est-ce que je suis stressé? Pas du tout. Parce que justement, j'ai de quoi faire en cas de problème. Merci beaucoup. En tout cas, on peut te retrouver sur un site. T'as ton site. C'est quoi le site? Alors, le nom du site, c'est Apprendre, Préparer, Survivre. Donc, vous tapez ça sur Google et là-dessus, vous pouvez trouver les différents livres que j'ai édités, les revues et les formations vidéo. Il y a une partie, on va dire, survie, mais aussi une très grosse partie autonomie, plantes sauvages, permaculture, panneaux solaires, pain au levain, produits ménagers maison. On a toute une gamme de livres là-dessus. Tu peux faire des produits ménagers maison? Ouais, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu fais, par exemple, facilement? Tout ce qui est liquide vaisselle. Donc, c'est tout con, mais du savon noir pour laver son linge, pour laver le sol. Moi, j'ai des gamins qui marchent à quatre pattes. J'ai pas envie qu'ils soient en contact avec de la javel. Donc non, il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Le dentifrice, par exemple? Ça, le dentifrice, il y a des recettes, mais pour être honnête, c'est pas bon. Non, c'est pas très bon. Donc je sais le faire. J'ai testé plusieurs recettes. C'est là où c'est ta limite, où tu restes modéré. Tu vas pas être un extrémiste qui va manger du dentifrice dégueulasse parce que tu veux, voilà. Mais rien que pour laver sa vaisselle, du savon noir, ça fonctionne super bien. Et c'est beaucoup plus sain. On se le met sur les mains, c'est beaucoup plus sain. C'est une vaisselle dans laquelle on va manger. Moi, je préfère largement utiliser du savon noir. Merci beaucoup. Je mettrai donc le site de Rémi, si vous voulez aller voir directement. Je mettrai dans la description de la vidéo et dans la description du podcast. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Cédric, merci d'avoir ramené tout ça. On va retrouver Cédric O'Neill maintenant de Brix directement, qui nous attend au studio. On va le retrouver maintenant. Ça y est, on vient de faire rentrer Cédric. Du coup, Cédric O'Neill de Brix, bienvenue. Merci. Comment ça va depuis l'autre fois? C'est la 4e fois qu'on te voit dans l'émission. Ça fait que grossir, Brix. Ouais. On parlait de survivalisme, on va y revenir dans 2 secondes. Juste, les chiffres, ça en est où, la Brix, en ce moment? Encore une fois, merci pour les passages, parce que c'est aussi grâce à Legend. On a plus de 600 000 investisseurs là, qui investissent sur la plateforme. Encore une fois, on a bien plus de demandes, on a bien plus d'investisseurs qui veulent investir. 600 000 investisseurs, je sais. 600 000. Alors 600 000 membres, 300 000 personnes qui ont déjà investi une fois. C'est incroyable. Donc c'est dingue. Et on en parlait la dernière fois, tu vois, on voulait lancer une fonctionnalité qui venait te rémunérer tes comptes sur l'argent que tu n'investis pas, parce qu'en fait, les gens laissent de l'argent sur notre plateforme et il n'y a pas assez de projets. Donc on a décidé de les récompenser et de les remercier pour ça en les rémunérant à hauteur de 4%. Et là, c'est pareil, ça s'est envolé. Donc ça va être le sujet du jour. C'est pourquoi les gens basculent leur argent du livret A vers chez nous et vers des plateformes comme les nôtres. C'est la défiance qu'il y a autour de ce qui se passe en ce moment en politique. Tu as eu des dizaines de millions d'euros qui sont arrivés sur les comptes, j'imagine. C'était très gros. Oui, c'est en dizaines de millions d'euros. Juste pour que vous sachiez, Brix, vous pouvez acheter des petites parts de projets immobiliers. C'est une application, il y a l'application maintenant. Et vous voyez directement, vous pouvez donc investir sur des briques à partir de 10 € sur des projets immobiliers très différents. Alors, marqué par exemple château, machin, ils vont faire une division, ils vont faire 10 appartements.
eh ben, il leur manque une somme, par exemple 2 millions d'euros, eh ben, vous allez être 20 000 à mettre 100 euros, 200 euros, etc. Vous mettez et vous allez avoir le pourcentage de ce que vous avez gagné, par exemple 10% pendant 2 ans. Vous allez placer du coup 200 euros à 10% pendant 2 ans si vous prenez 10 briques, 20 briques, etc. Et vous allez avoir l'argent qui va tomber chaque mois, le 8 du mois. Et en attendant, si vous mettez de l'argent sur l'application, en haut à droite, il y a votre portefeuille. Et tant que ce n'est pas investi, c'est placé à 4%. Tous les jours, vous avez 4% par an et vous avez tous les jours les euros qui tombent. Et vous voyez tous les jours, bah tiens, tu as gagné 1,70 €, 1 € machin. C'est assez addictif. Moi, j'y vais 3-4 fois par jour, je te le disais. Et là, maintenant, ton enjeu, c'est de trouver d'autres projets, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais vous sélectionnez vraiment pour garder que les meilleurs projets immobiliers. Et du coup, il y a aujourd'hui plus de gens qui veulent investir. C'est victime de son succès, tellement que ça marche fort. C'est fou. Oui, la difficulté, c'est que des projets immobiliers qui veulent se faire financer, j'en ai plein. Donc, je pourrais prendre tous les projets, les premiers venus. Et moi, j'ai une rémunération, tu vois, au nombre de projets qui se fait financer. Mais ma volonté, c'est vraiment de trouver les projets les plus sécures. Parce que comme tout investissement, ça comporte des risques. Et donc, je préfère avoir moins de projets, avoir un peu de frustration vis-à-vis de mes investisseurs, mais au moins les sécuriser, avoir des hypothèques sur chacun des projets. Donc ça grossit super bien. Et donc maintenant, moi, la logique, et on va en parler sur du survivalisme financier, c'est comment je fais pour, grâce à cette application qui te permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €, donc très facilement diversifier sur un nombre de projets, comment je fais pour te diversifier aussi à l'international. On a commencé à financer des projets au Portugal, il y en a en Angleterre. La logique maintenant, c'est de continuer à diversifier en Europe, mais aussi aller en dehors de l'Europe. Tu vois, on est en train de regarder le marché à Dubaï et à l'île Maurice, qui sont des marchés qui sont très dynamiques en termes d'immobilier. Et il va y avoir aussi un intérêt, c'est que toi, ça va t'exposer, un, à des géographies différentes, et deux, à des pays différents. Donc s'il devait arriver un effondrement, soit de la France et du système financier français, soit de l'euro et de la devise euro, bah, tu auras une répartition aussi sur des projets qui sont hors zone Europe. Oui, parce qu'ils ont le droit, je crois, de prendre et de laisser jusqu'à 100 000 € sur les assurances-vie, donc de se servir si jamais il y a un effondrement de l'État, s'il y a une faillite, en gros, ce qui est... en fait, en vrai, on se disait c'est pas possible, et puis finalement, plus on avance dans le temps, plus on se dit ah, c'est peut-être quand même possible. Et donc là, quand tu mets sur d'autres pays, comme ça, des actions, enfin des parts, quand tu achètes des briques de 10 €, ils peuvent pas saisir, tu veux dire? Ouais, récemment, il y a eu des propos assez anxiogènes de certains politiciens qui disaient qu'effectivement, si ça devait mal se passer en France, tu es protégé par le système européen bancaire à hauteur de 100 000 € maximum. Donc tout ce qui est au-delà de 100 000 €, on peut venir te le prélever directement sur les comptes, que ce soit tes comptes bancaires ou tes assurances-vie. Ça, c'est la première des choses. Tu peux avoir aussi des restrictions sur ta capacité à retirer l'argent au niveau des banques. C'est arrivé en Grèce en 2015, où le système bancaire grec ne suivait plus du tout. Donc il y a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui est arrivée, qui a supervisé les banques grecques, et donc les consommateurs grecs ne pouvaient pas retirer plus de 60 € par jour. Au niveau, et ne t'as plus accès à ton argent. Tu n'as plus accès à ton argent, tu ne peux plus non plus l'envoyer à l'étranger. Donc c'est ce genre de cas de figure qui pousse de plus en plus de Français à se poser la question des alternatives qui leur sont proposées, soit en termes d'investissement, soit en termes de gestion de leur argent tout court. On va voir dans un instant un autre survivaliste qui s'appelle David, mais alors survivaliste financier, lui, qui a diversifié justement, et qui, il se trouve, c'est un client de Brix, que tu as rencontré par hasard, on l'a invité du coup là. Il est sur Brix aussi, comme 300 000 Français, donc qui diversifient leurs revenus. Il va venir dans un instant parler. Juste, je voulais parler du mouvement. Il y a eu un mouvement début septembre 2025 à l'époque, qui s'appelait le mouvement Bloquons tout, où il y a eu des appels à manifester. Et il y avait sur les réseaux sociaux, il paraît de vouloir vider les banques de leur argent, et il disait à tout le monde, allez retirer l'argent des banques, allez au distributeur et prenez tous vos sous. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur l'économie, ça, quand ils disent ça? Alors, déjà, c'est peu probable que ça se passe tant qu'on n'est pas dans une crise financière grave. Mais en fait, l'impact, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est une banque a besoin de capitaux pour tourner. Et une banque récupère des dépôts, donc l'argent des utilisateurs, pour les prêter à d'autres personnes. C'est le modèle d'une banque. Si l'intégralité des personnes veulent récupérer à un moment donné leur argent, forcément, ça va mettre la banque en difficulté d'un point de vue capitaux disponibles. Et donc, ça va entraîner une recapitalisation de l'État français au niveau d'une banque française. Ce n'est pas forcément la bonne idée, mais en tout cas, ça te montre l'état d'esprit dans lequel certaines classes en France sont face à ce ras-le-bol et cette situation économique. Et le risque principal, c'est qu'on est quand même dans un système globalisé européen.
Le risque principal à un moment donné, si ça devait s'accentuer et si on n'était pas capable de prendre des réformes, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. C'est ce qu'on l'a déjà vu dans certains pays d'Amérique du Sud où on le disait, l'argent n'a plus aucune valeur. C'est qu'en fait, la Banque centrale commence à émettre plus de billets en circulation par rapport au poids économique du pays. Et donc, l'euro a de moins en moins de valeur par rapport au dollar, par rapport à la yen, par rapport à d'autres valeurs monétaires, vu qu'en fait, c'est toujours des parités entre pays. Et donc, on se retrouverait à acheter plus cher des produits qui viennent des États-Unis ou de Chine. Donc, si tu achètes plus cher, tu perds en pouvoir d'achat. Et si tu perds en pouvoir d'achat, progressivement, l'euro n'a plus de valeur. C'est l'inquiétude, c'est ce dont on parlait, c'est la dévaluation de la monnaie, de se retrouver avec des brouettes de billets pour aller acheter un truc, quoi. Juste, je vais parler du Salvador, pour terminer, si tu veux bien. On parle du survivalisme financier, et pas que financier, mais comment ça peut tourner. Le Salvador, en 2021, qui utilisait à l'époque le dollar, hein, comme beaucoup de pays, voilà, comme monnaie officielle d'ailleurs, a décidé de changer et racheter du bitcoin aussi. Est-ce que tu penses qu'il faut y aller sur le bitcoin, dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce que tu en penses? Il est très haut aujourd'hui. Il y a des gens qui l'ont acheté 100 € il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça vaut quasiment 100 000 €, un peu plus, un peu moins, en fonction des périodes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a 2 points. Hein. Le Salvador a voulu faire ça pour sortir de la dépendance vis-à-vis de la coupe du dollar américain et récupérer en indépendance par rapport à ça. Toi, tu parles de personnes qui ont vu le Bitcoin comme quelque chose de spéculatif pour gagner de l'argent en pensant que ça allait valoir plus cher. Indépendamment du côté spéculatif, ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est qu'on considère que c'est de plus en plus une valeur refuge. Pourquoi? Parce qu'il permet des échanges indépendamment des devises, donc indépendamment de l'euro, de l'USD, donc du dollar américain ou d'autres devises, qui sont hors système bancaire. C'est un système qui est complètement décentralisé et qui marche sur la base de serveurs, d'ordinateurs qui sont partout disséminés à travers le monde. Donc si les États-Unis décident de couper tous les serveurs Bitcoin, c'est pas grave, il y en a dans d'autres pays, le réseau tient. Ça ne changera rien. Donc tu as une résilience qui est totale du réseau, et comme le Bitcoin est reconnu dans tous les pays à travers le monde, si tu as du Bitcoin qui t'arrive quelque chose en Europe, tu peux payer en Bitcoin que tu sois n'importe où dans le monde. Par contre, c'est pas complètement résilient, comme le rappelait Rémi, c'est-à-dire que si on a une éruption solaire et que là, il y a un blackout, c'est quand même informatique, c'est quand même digitalisé, là, tu n'as plus rien. Mais c'est en ça que le Bitcoin est intéressant, c'est qu'il joue le même rôle que l'or physique. Sauf que là, ça peut être sur ton téléphone portable. Je voudrais qu'on parle du pire scénario économique, pour terminer. Imaginons un effondrement français. Dans quel ordre ça se passerait? Comment est-ce qu'on imagine? Il y a eu une série sur Canal+ à l'époque, je crois, sur Canal, l'effondrement. Là, s'il y avait une chute, vraiment, un crack, mais vraiment jamais vu, comment ça se passerait? Alors, soit tu as une bombe atomique, une guerre qui se produit, mais là, c'est d'ordre différent, d'ordre économique. En fait, ce qui va se passer, c'est que la France arrive en défaut, c'est-à-dire qu'elle n'a plus l'argent de payer les intérêts qu'elle doit directement à ses créanciers. Et dans ces cas-là, elle rentre sous tutelle soit de la BCE, soit du FMI. C'est ce qui est arrivé en Grèce, c'est-à-dire que les politiques n'ont pas eu le courage de prendre les mesures nécessaires. Donc en fait, c'est plus facile de dire on est sous tutelle. C'est pas moi, c'est eux. C'est pas moi, c'est eux. Regardez, mesure d'austérité totale. Tout le monde met sous le tapis en fait, en ce moment. C'est ça que tu veux dire. La facilité de nos politiciens aujourd'hui, c'est de dire c'est pas moi qui prends des mesures. Moi, je garde ma popularité. Dans tous les cas, je sais qu'il y aura soit la BCE, soit le FMI qui nous mettra sous tutelle et qui nous imposera. Et c'est pas moi, c'est l'autre qui m'oblige à prendre ces actions. Quand ça s'est passé, c'est que 50% des dettes ont été complètement écrasées. Potentiellement, le risque, comme la France est un grand pays de la zone euro, c'est que complètement l'euro se casse la gueule. Obligé de nationaliser les banques parce que interdiction de sortir les capitaux. Et t'en arrives à une sortie de la France, de la zone euro, et de revenir au franc, parce qu'en fait, on se fera éjecter de la zone euro. L'immobilier perd complètement de la valeur. L'immobilier n'a plus de valeur, parce qu'en fait, l'immobilier repose sur la base que quelqu'un d'autre va t'acheter, et cette autre personne, souvent, elle t'achète à crédit. Donc si on n'a plus des banques qui sont opérationnelles, l'immobilier se casse la gueule.
Et donc, verrouillage des capitaux totaux. Et potentiellement, on va empêcher les personnes de sortir du pays. Donc, on peut aussi te restreindre sur la mobilité. Comment on peut éviter ça, du coup, en termes d'investissement, pour terminer? Tu disais tout à l'heure, il faut diversifier. Donc, pour récapituler, c'est important quand tu l'expliques. Donc, toi, tu dirais qu'il faut mettre un petit peu d'immobilier, un petit peu de crypto-monnaie, un petit peu d'immobilier à l'étranger, diversifier sur plein de trucs. Oui, Rémi, juste avant, l'expliquait assez bien. En fait, il faut avoir des gradations dans tes scénarios. Hein. Tu le disais, peut-être pas aller jusqu'à G, mais qu'est-ce que je fais? Comment je me déplace et comment je peux quitter la France? Comment je peux avoir... La chose la plus simple, c'est d'être multibancarisé. En fait, on a de plus en plus de banques en ligne qui ne sont pas forcément sous licence française. Je ne vais pas citer de nom, mais des banques qui sont en Allemagne, qui sont en Lituanie et qui opèrent... On embrasse fort Trade République, en tout cas, qui sont dans l'émission. Le simple fait d'avoir un compte bancaire dans une banque comme ça ne t'expose pas au fait que la France puisse directement venir te chercher ton argent sur ton compte bancaire. Tu peux avoir un peu d'argent en crypto-monnaie, ce qui te permet de te passer du système bancaire. Tu peux avoir de l'or. De l'or On l'a vu juste avant. Exactement, de l'or physique. Ce qu'il expliquait, tu peux avoir plusieurs devises. Et après, il y a des applications qui te permettent également d'investir simplement dans de l'immobilier. Tu vois, c'est ce qu'on fait avec Brix. Et surtout, nous, on va te le répartir sur différents pays en te permettant d'avoir des expositions géographiques différentes. Et aussi, tu peux te dire qu'à un moment donné, ça peut être bien d'avoir ta résidence principale, comme ça, quoi qu'il se passe, tu as un toit sur la tête, et peut-être d'avoir une résidence secondaire à l'étranger. Je ne pousse personne, mais il y a certains pays qui sont très facilement accessibles depuis la France, où tu peux acheter des choses bien moins chères en termes de résidence secondaire. Il y avait les passeports, les golden visa, oui. les passeports dorés en français, on peut dire, qui existent dans certains pays où si tu vas, est-ce que tu connais un peu le système, tu vas dans un pays et tu dis, il y a ça par exemple aux Émirats Arabes Unis, je sais que c'est très connu le golden visa, il y a ça dans plein de pays d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, il y a deux choses différentes. Tu as le golden visa, et d'ailleurs c'est un peu le dumping fiscal qui à un moment donné a fait... Le Portugal en disant aux retraités, venez, moi je vais vous offrir 10 ans de passeport, de golden visa doré. Les Émirats Arabes Unis l'ont fait, c'est-à-dire que tu as la résidence fiscale à la condition d'investir un certain montant d'argent, c'est 500 000 euros en équivalent. Et donc, dans ces cas-là, c'est bien, mais on parle d'une résidence fiscale. Ça veut dire que comme tu deviens résident fiscal d'un nouveau pays, tu dois y aller t'installer pendant 6 mois. Et ce qui marche aussi de plus en plus, c'est avoir un double passeport. C'est qu'il y a beaucoup de pays au niveau de la Caraïbe, à Grenade, Dominique, Antigua, qui, si tu investis une somme de 200 à 300 000 $ dans ce pays, vont t'offrir une deuxième nationalité. Et pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui commencent à y réfléchir? Alors, c'est pas accessible à tout le monde parce que déjà, il faut avoir 300 000 $. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les hommes politiques français, alors je ne sais plus exactement qui, a annoncé, face à l'exil fiscal qui était en train de se produire en France, il y a quand même beaucoup de Français qui sont en train de sortir de la France parce qu'ils ne croient plus dans le système financier français et vont, par exemple, en Italie, à Milan. L'Italie a fait un truc assez dingue, c'est qu'ils ont vraiment encouragé l'exil fiscal vers l'Italie en capant le montant d'impôt en tant que tu allais payer. Et donc, pour contrer ça, nos politiciens n'ont rien trouvé de mieux que de dire qu'à partir du moment où tu avais un passeport français, peu importe où tu étais dans le pays, on allait pouvoir te rattraper et te fiscaliser. Et c'est ce que fait les États-Unis. Les États-Unis, ils le font. Si tu es américain, peu importe où tu es situé, tu peux te barrer. Tu peux te barrer. Tous tes revenus mondiaux sont imposables aux États-Unis. C'est les fameux documents qu'on te fait signer à la banque. Est-ce que tu es un citoyen résident américain? Parce que si tu es résident américain, ça change beaucoup de choses. Tu vas payer ton impôt. Ah ouais, tu payes tous les Américains, peu importe où ils sont dans le monde, ils payent leurs impôts aux États-Unis. C'est le seul pays qui a réussi à faire ça. Pourquoi? Parce que le passeport américain a une valeur et les gens, peu importe où ils sont, ils préfèrent payer l'impôt aux États-Unis et avoir la sécurité d'être américain. Et ça a été évoqué en France, de dire « partez, dans tous les cas, on saura vous rattraper ». Et je trouve que c'est pas du tout... Donc d'un, ça encourage certains Français les plus riches à se dire bah, « moi, je vais avoir un passeport différent. Comme ça, si à un moment donné, ça doit se passer, je pourrais renoncer à la nationalité française. » Ah, donc ils prennent que l'autre nationalité, comme ça, ils ne peuvent pas être récupérés. Et comme ça, tu ne peux pas être récupéré. Mais tu vois, on en arrive à des dingueries quand même, parce que
tu as des Français qui en arrivent à se dire « je suis prêt à renoncer à ma nationalité ». C'est fou. Et donc, plutôt que d'essayer de trouver des systèmes assez intelligents pour retenir nos nationaux qui ont réussi et qui ramènent de la valeur dans le pays. On les fait fuir, tu veux dire. On les fait fuir et on leur dira « fuyez, bande de lâches, vous avez quitté le pays, on saura vous rattraper ». C'est un peu le discours de nos politiciens aujourd'hui. Alors que les autres pays, que ce soit l'Italie, l'Irlande, le Portugal, ont trouvé 10 méthodes de, au contraire, attirer l'intégralité de la richesse européenne dans leur pays avec des incitations économiques. Et ça fonctionne bien. L'Irlande, c'est un des pays qui l'a fait depuis des années et qui a une économie qui est positif en termes de rentrée d'argent. Donc, il rentre plus d'argent tous les ans que ce qui n'en dépense. Ce qui devrait être normal, finalement. Ce qui devrait être normal, hein, comme une entreprise. On demande à une entreprise de faire des bénéfices tous les ans. On demanderait à un pays, à minima, de se stabiliser, d'être à zéro. Nous, à côté de ça, on a 200 milliards de dettes à l'année. Et donc, voilà, je pense qu'on a certaines questions à se poser. Donc, on pourrait avoir des logiques différentes. En tout cas, je mettrai le lien, si vous voulez les retrouver dans la description directement, si vous voulez aller télécharger l'application Brix, si vous voulez ouvrir sur tout simplement un site, hein, voilà, vous pouvez aller essayer de mettre 10 €, on le dit à chaque fois, mais c'est bien à faire. Déjà, si vous mettez 100 € par exemple sur l'application, vous aurez l'argent qui est placé à 4% au jour du tournage, il sera peut-être un peu plus, un peu moins, ça évoluera en fonction des taux. Et en tout cas, il est à 4% au jour du tournage, donc l'argent que vous mettez dessus, il sera, quoi qu'il arrive, même si vous ne le placez pas sur quoi que ce soit, il sera officiellement directement placé. Et vous allez avoir les intérêts qui vont tomber tous les jours. Donc c'est assez jouissif de voir tous les jours l'argent tomber sur le compte. C'était très malin de ta part de faire ça. Donc je mettrai le lien dans la description sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à la liker si vous voulez bien et puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et je mettrai ça dans la description des podcasts audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, les 4 plateformes de podcast audio. Si vous voulez d'ailleurs mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup sur le référencement. On te retrouve juste après. On va accueillir David et on va se retrouver juste après. David qui est plus, lui, survivaliste financier. Allez, pour terminer l'émission, on a David qui vient d'arriver. David qui travaille dans l'immobilier. C'est ça, bienvenue à toi. Tu as 42 ans, je redonne toutes tes informations rapidement. Donc tu es de Fontainebleau, tu es à côté de Paris, originaire de Montpellier. Et tu es survivaliste financier, tu dis. Alors tu n'aimes pas trop ce terme-là, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ce qui est important, c'est d'imaginer qu'il y a des dégradations de la normalité qui peuvent arriver. Le terme survivaliste, c'est pas du tout mon truc, je préfère le terme prévoyant. Et de faire en sorte de se protéger à ces risques qui peuvent arriver. Alors, il y a des risques hyper spectaculaires du style des guerres, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais il y a des risques du quotidien qui sont beaucoup plus probables et beaucoup plus impactants au quotidien. Par exemple, tu as 100 € aujourd'hui. Ouais. Ces 100 € tu te dis, voilà, moi je veux me protéger, je veux faire en sorte de conserver le pouvoir d'achat que m'apportent ces 100 € pour le futur, le jour où j'en aurai besoin. Mais ces 100 €, premier réflexe, tu vas dire, je veux les protéger, je vais les mettre sous le matelas, voilà, ou je vais les mettre dans un coffre, etc. La réalité, et ça c'est un risque qui est totalement probable, puisque c'est 100% de risque, c'est que l'inflation va grignoter progressivement le pouvoir d'achat de ces 100 €. Ce qui est important, et la valeur de l'argent, c'est pas, alors peu importe la devise que tu as, ça peut être de l'euro, ça peut être de l'or, ça peut être des cryptos, etc. Ce qui est important, la valeur de l'argent, c'est le pouvoir d'achat que ça va t'apporter. Parce qu'un euro ne t'amènera pas le même pouvoir d'achat il y a 20 ans, par exemple, qu'aujourd'hui. Exactement, exactement. Et donc, l'objectif, quand tu vas stocker ce pouvoir d'achat, peu importe sa forme, l'objectif, quand tu vas stocker, c'est de faire en sorte, à minima, de conserver ton pouvoir d'achat, si ce n'est de l'augmenter. Et quand tu stockes une devise comme de l'euro, par exemple, tu sais à coup sûr que tu vas perdre du pouvoir d'achat. Donc c'est un petit peu comme le jeu de Mario, tu sais, où tu as le sol qui s'effondre petit à petit et ton personnage, il doit courir en permanence. Si tu te retrouves à rien faire, à attendre tranquillement que ça arrive, t'inquiète pas, tu vas te faire manger progressivement. L'objectif, c'est justement de faire en sorte de faire travailler, de mettre en mouvement ton argent, même quand tu ne veux pas investir, quand tu n'as pas un profil hyper dynamique et que tu veux vraiment te sécuriser. Si tu veux te sécuriser, tu dois faire travailler. Toi, tu as commencé en 2010, hein, c'est ça, cette vision, oui. Tu l'expliques, c'était le début un peu, pourquoi? Alors,
moi, j'ai souvenir de quand j'étais tout petit, j'avais vécu la guerre du Golfe alors à la télé, hein, quand on était gamin. Et je me souviens que mes parents étaient allés au magasin chercher, faire les courses, classiquement. Mais comme tout le monde s'était précipité pour récupérer de la nourriture, etc., le seul truc qui restait, c'est des vermicelles. Personne ne connaît, si ce n'est qu'on en a mangé pendant un petit bout de temps. Et donc, tout ça pour dire que ça m'a un petit peu choqué à cette époque-là. Je me suis dit, voilà, on va pouvoir manquer de quelque chose. Et en prenant en maturité, dans les années 2010, voilà, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à constituer mon patrimoine, etc. J'ai commencé à me poser la question justement de comment j'allais pouvoir le sécuriser et surtout que le contexte géopolitique commençait déjà à bouger. On commençait déjà à avoir des prémices de difficultés, prémices de guerre, etc. qui, moi, m'ont posé très vite la question de me dire comment j'arrive à sécuriser ce patrimoine que je commençais à bâtir à l'époque. Qu'est-ce que tu fais toi, en cas de guerre? On disait 55% des Français quand même pensent qu'en 2025, 55% des Français pensent que dans les 10 ans, il y aura une troisième guerre mondiale. Est-ce que toi, tu te prépares même en termes de nourriture? Alors, oui, les stocks et l'eau, plus spécifiquement, c'est des choses qui sont absolument essentielles. Alors, moi, je ne me décris pas comme survivaliste. En revanche, je trouve ça tout à fait cohérent et logique et même citoyen, j'allais dire, que de préparer à minima déjà de quoi assurer, boire, avoir un minimum de stock, de nourriture, etc. Alors, sans être dans l'excès. Pour moi, mais pas que pour moi. Ça peut être pour mes voisins, ça peut être pour d'autres personnes. Je pense que si on est tous à être dans cette logique-là, on va anticiper, on sera beaucoup plus résilient, c'est-à-dire qu'on aura cette capacité à absorber des situations compliquées. Très franchement, dans mon esprit, je ne raisonne pas de façon spectaculaire. Tu fais pas un stock de nourriture pour tes voisins, tu fais un stock de nourriture pour ta famille et après tu donnes à tes voisins, mais tu ne fais pas un stock de nourriture pour les voisins. Là, ça peut servir. Ça peut servir, c'est-à-dire qu'en gros, comme je t'ai dit, il y a des biens et des services dont tu pourrais avoir besoin demain. Si toi, tu as stocké des biens dont pourrait avoir besoin quelqu'un demain, donc toi, tu as stocké quoi, par exemple? Moi, ça va être de l'eau essentiellement. On parlait de miel. Voilà, vous avez un invité tout à l'heure qui parlait de miel. Donc ça, c'est des choses tout ce qui est stock non périssable. Et tu as de la nourriture lyophilisée, des trucs comme ça, justement, un truc facile à manger en cas de problème? Oui, bon, alors après, ça fait partie des choses qui me rassurent d'une certaine façon. Exactement comme quand tu vas prendre une assurance. Tu ne prends pas une assurance pour avoir un risque. Tu prends une assurance parce que ça t'apaise, ça te sécurise. Et moi, j'ai un profil où je préfère anticiper. Je me dis, le jour où on sera en difficulté, ça a été le cas pour le Covid, où j'avais un petit peu de stock d'avance. Et je me suis dit, voilà, on va pas aller se précipiter pour aller se bagarrer avec des gens qui veulent piquer du papier toilette. On va tranquillement rester chez nous et consommer le stock qu'on a sans prendre de risques. Voilà. Est-ce que tu as des médicaments en stock? On n'a pas parlé tout à l'heure avec Rémi, j'ai oublié de lui en parler, mais est-ce que tu as des médicaments? Ça fait partie des éléments que les survivalistes ont tendance à stocker. Moi, j'en stocke en petite quantité, effectivement. L'idée, encore une fois, moi, je ne m'attends pas à passer des mois et des mois sous terre. Hein, c'est pas du tout ma logique. C'est de me dire, on anticipe des ruptures de normalité, des ruptures donc de filières classiques. Imaginons que les pharmacies sont fermées pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'on puisse à minima tenir. Après, très franchement, il y a certaines situations où tu pourras pas aller au-delà des stocks que tu as eus. Et là, on est sur du spectaculaire et c'est pas ce à quoi je me prépare. C'est pas ce à quoi tu te prépares. C'est-à-dire que tu penses que ça va pas non plus. C'est juste. T'es pas vraiment survivaliste finalement. Tu es plus prévoyant. C'est ça. Quand tu as découvert Brix, qu'est-ce qui t'a plu? Alors moi, ce qui m'a plu chez Brix, c'est déjà la facilité d'accès. C'est-à-dire que pour 10 €, tu as la possibilité d'investir. Donc j'ai pu, grâce à ça, me diversifier. Moi, aujourd'hui, je sais plus, j'ai 178 affaires. J'ai investi dans 178 affaires. T'as mis combien d'argent dessus? Là, je suis à moins de 10 000 €. Mais depuis 2022. C'est-à-dire que les intérêts m'ont permis de refinancer, etc. Donc ça a fait boule de neige quelque part. L'intérêt que j'ai vu aussi, moi, je suis très sensible au rendement, et notamment le principe de l'intérêt composé. C'est-à-dire que si tu réinvestis les intérêts que tu as reçus tout de suite dans l'opération, dans le capital ou dans l'opération que tu as eue, plutôt que d'attendre la fin de l'année, le fait de les réinvestir régulièrement, tu fais, c'est un phénomène exponentiel, c'est-à-dire que tu fais boule de neige progressivement. Et ce qui me plaît avec Brix, c'est que tu vas récupérer tous les mois 1/12 de ce que tu récupérais à la fin de l'année. Donc tu peux réinvestir et réinjecter tout de suite. Donc ça fait boule de neige. Les intérêts qui tombent tous les mois, c'est ça. Le 8 du mois, je crois. Oui, c'est le 8, tout à fait. Tu as conscience que tu peux perdre cet argent, c'est quand tu investis en général, Brix ou ailleurs, tu te dis, tiens, cet argent, je peux le perdre, mais s'il y a peu de chances, parce que là, il y a des garanties quand même très solides sur Brix. Alors, est-ce que tu te dis que c'est possible de les perdre? Oui, il y a des garanties. Alors moi, de toute façon, à partir du moment
où l'argent part de ta main, tu prends un risque. Tu prends un risque. Si l'argent reste dans ta main, tu prends aussi un risque de te le faire grignoter, et ça, ce risque, il est à 100%. Mais dès l'instant où tu vas lâcher de l'argent, peu importe où tu le mets, même si tu achètes de l'or et de l'argent, même si pour moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus stable que certaines devises, qu'on continue à imprimer autant que, enfin à souhait, j'allais dire. Donc forcément, ça fait perdre de la valeur d'une certaine façon. À partir de l'instant où tu vas transformer de l'argent en actif ou quoi que ce soit, forcément, tu prends un risque. D'où l'intérêt de diversifier. Tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 filles. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ta femme, tes enfants? Elles me font confiance, je leur raconte pas tout. Ma grande de 11 ans a parfaitement bien compris l'intérêt de ne pas que économiser, mais également de faire travailler l'argent. Le principe du pouvoir d'achat qui va baisser avec le temps pour une même somme d'argent. C'est important de le comprendre, ça. Elle l'a bien compris. Et à 11 ans, elle l'a compris. Vous avez 10 000 euros en banque, si c'est sur un compte courant et vous avez hérité, par exemple, de 10 000 euros, ces 10 000 euros-là vont vous permettre d'acheter moins de choses dans 10 ans si vous n'avez pas placé cet argent pour que ça rapporte. 10 000 euros auront moins de pouvoir d'achat. Donc, si vous n'êtes pas à 2% minimum, ou je ne sais plus combien d'inflation exactement, oui, bah, 2%, vous perdez de l'argent. C'est le taux de la BCE, le taux de la Banque Centrale Européenne. Par exemple, un livret A qui a 1,7%, donc moins que l'inflation, ça rapporte moins que l'inflation. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est plus intéressant que de le laisser, par contre, sous le matelas. Il vaut mieux ça que rien. C'est ça. Mais par contre, il y a quand même de très nombreuses autres possibilités aujourd'hui, avec des risques qui sont quand même très mesurés, qui permettent aujourd'hui de récupérer plus. Tu as dit que par rapport à ta femme et aux discussions que tu avais avec elle, que tu étais moins extrême qu'en 2010. Oui. En fait, au début, surtout quand tu découvres un univers ou quand tu as peur, quand tu maîtrises un petit peu moins, tu t'imagines beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de films qui sortaient, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, la fin du monde en 2012, c'est ça, le 21 décembre 2012, c'était la fin du monde, tout le monde en entendait parler, donc ça a fait énormément de bruit. Il y a eu des films qui sont sortis et tout ce que tu veux, donc forcément, tu es un peu influencé, surtout quand tu es plus jeune. Puis avec le temps... tu te rends compte que ça fait 10 fois qu'on annonce la fin du monde. Ouais, ça fait 10 fois si c'est pas plus. La réalité, c'est que ce à quoi on s'expose, c'est des événements qui vont être plutôt localisés, qui vont, on l'a vu avec le Covid, plutôt localisés, qui sont assez courts dans la durée, qui par contre sont impactants, mais qui sont beaucoup plus réalistes que des scénarios catastrophes. Et donc, et puis il arrive un point aussi où à force de te prémunir, d'anticiper, tu sais que tu t'es couvert contre un risque. Et donc tu es beaucoup plus serein. Qu'est-ce que tu vas faire que là, on en parlait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que tu n'aurais pas pensé faire en 2010? Est-ce que tu as évolué dans un autre sens aussi? Oui. Ah, c'est une bonne question. Oui, ce que je fais aujourd'hui, moi, très clairement, parce que je me suis permis d'assurer le minimum vital, aujourd'hui, je suis dans une situation où je peux me permettre effectivement déjà de beaucoup plus croire en l'avenir, c'est-à-dire de beaucoup plus miser sur, exemple, des startups ou autres. Et donc, je peux me permettre aujourd'hui d'être un petit peu plus, de prendre un petit peu plus de risques, chose que j'aurais jamais faite précédemment. Est-ce que ça veut dire quoi? Tu as grandi, tu as plus d'argent? Financièrement, du coup, tu peux mettre de côté. C'est pas tant que j'ai plus d'argent, c'est pas tant que j'ai plus d'argent. Tu as forcément plus d'argent quand tu as 42 ans que quand tu en as 30, c'est normal. C'est ça, mais c'est surtout que j'ai assuré le minimum vital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le minimum vital est assuré, tout de suite, c'est un petit peu comme si tu avais une assurance, un filet, donc tu es beaucoup plus confiant et tu peux te permettre de prendre un petit peu plus de risques. Voilà. C'est quoi le minimum vital? C'est-à-dire de quoi vivre toute sa vie? Ouais, alors j'en suis loin. En tout cas, c'est de quoi assurer déjà un minimum et de quoi rebondir. C'est surtout ça, le minimum vital. C'est de te dire, le jour où je suis en difficulté, le jour où financièrement je vais avoir besoin de m'en sortir tout seul, je ne vais pas attendre ni après l'État, ni après qui que ce soit. Je vais devoir compter sur moi dans un premier temps. Il te faut combien? Tu as calculé, chacun a calculé dans sa tête, combien il te faut pour arrêter de travailler? Si tu devais arrêter de travailler à 42 ans, combien est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui? Oui. Si je devais arrêter avec le taux que j'ai aujourd'hui, il me faudrait en actif, En actif, c'est quoi l'actif? Pas en actif, en patrimoine. Il me faudrait l'équivalent de 2 millions, un petit peu plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Ce que j'ai pas, du tout. Donc, 2 millions d'euros placés, ça te permettrait d'avoir combien par mois? C'est ça, à 5%. Là, ce que j'ai calculé, il faudrait que je le reprenne, mais ce que j'ai calculé, c'est que globalement, ça me permettrait d'assurer toutes mes dépenses. De garder ton train de vie sans bosser. C'est ça. Donc, c'est 100 000 euros par an, 2 millions à 5%. C'est ça. Ça fait 8 000 par mois. C'est avec 2 millions que vous placez à 5%, c'est énorme, c'est bien. Et donc ça, c'est ton objectif. Il faut avoir un objectif. C'est un objectif, c'est-à-dire que tout homme a un objectif. Mon but, c'est de tendre vers ça.
Bon, c'est pas après pas, hein, les choses arrivent, mais effectivement, l'idée, c'est effectivement d'avancer là-dedans. Merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris le temps. Je sais que c'est une grosse journée, jour du tournage pour toi, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir de t'avoir, David. On va, pour terminer l'émission, faire revenir Cédric O'Neill de Brix. Donc voilà, on a eu David, comme ça on a eu 2 exemples. On a fait donc une émission spéciale sur survivalisme. Alors survivalisme, c'est prévoir, c'est la prévoyance, c'est la résilience, comme disait Rémi au début, histoire de se préparer en cas de galère. Ça peut être donc au sens très large, mais ça peut être au sens financier aussi, comme on a eu David. Ça nous a permis de bien comprendre. Je mettrai les liens pour retrouver Brix. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive là? Tu peux annoncer, je sais qu'à chaque fois tu annonces des trucs. Là, tu vas continuer à placer l'argent qu'on va mettre sur Brix. Il est toujours placé à 4% ou à un taux qui va évoluer, mais ça va rester ça ou pas? Oui, ça va rester. On veut vraiment récompenser. Alors, c'est pas de l'argent que tu peux retirer directement, c'est de l'argent qu'on te permet, on te rémunère tes comptes à hauteur de 4%, et tu dois le réinvestir dans des projets. Après, une fois que le projet il est fini, là, tu peux réinvestir 6 mois et reprendre l'argent. Mais tu peux reprendre l'argent. Mais en tout cas, c'est un modèle très vertueux pour récompenser ceux qui nous font confiance et ceux qui attendent des nouveaux projets. Et la volonté, c'est de se développer, là, comme je le disais, aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï, parce qu'on voit qu'il y a une forte inflation et donc l'immobilier est tiré vers le haut. À l'île Maurice, il y a plein d'autres pays qui sont en train d'arriver. Et on se pose la question également, alors ça c'est encore dans les cartons, il n'y a pas d'annonce officielle, mais on se pose la question également de proposer de l'investissement dans de l'or physique cette fois-ci. Rémi en parlait. Il existe Par hasard en plus. Ouais, il existe de l'or papier. Donc là, tu achètes des actions d'une société qui possède de l'or. Non, nous, on veut vraiment que tu détiennes de l'or physique au travers notre application. Et donc, on fera la garde de cet or pour toi. Et donc, ça suit cette logique aussi de survivalisme. Et ben comme ça, vous pouvez prendre donc, du coup l'application et puis vous pouvez vous créer un compte. allez voir, vous pouvez mettre à partir de 10 €, donc acheter une petite brique, un petit bout d'un projet immobilier avec un pourcentage annoncé à l'avance, une durée annoncée à l'avance, comme ça c'est très clair. Et puis il y a des risques quand on investit, mais en tout cas sur Brix, c'est-à-dire que vous avez des garanties, vous pouvez saisir si jamais il y a des problèmes. Donc ce qui est intéressant avec Brix, c'est que vous pouvez mettre 10 €, 20 €, 100 € sur plein de projets. Et comme ça, du coup, ça garantit quand même une stabilité, voilà, et d'avoir au moins des loyers qui tombent chaque mois. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. C'était cool de te revoir. Je mettrai le lien donc, directement dans la description de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de réagir. Je sais que Cédric, tu lis les commentaires régulièrement sous les émissions. Si vous nous écoutez en podcast audio sur la route, si vous êtes en train de vous promener ou si vous êtes en train de courir, par exemple, pour faire du sport, vous pouvez nous écouter en mettant directement Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Il suffit juste de taper Légende. Vous allez tomber directement, Légende Guillaume Play, vous allez tomber sur nos interviews. Merci de faire de Légende premier podcast de France. Vous êtes 150 000 à 200 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Donc vraiment, ça nous aide. Plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir d'invités exceptionnels, d'invités étonnants. Aujourd'hui, émission sur le survivalisme. En tout cas, merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Je vous embrasse fort. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.